Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Europe 1 en cette période de fête de fin d'année pour ce moment d'échange et de partage qu'est la libre antenne. Heureuse de vous accompagner pendant ces 2 semaines à cet horaire nouveau pour moi, nouvel exercice également. J'envoie d'ailleurs un baiser à celle qui éclaire vos nuits tout au long de l'année. Caroline Dublanche, partie se reposer quelques jours, elle sera de retour à ce beau micro bleu le 4 janvier prochain. Cette émission, vous le savez, c'est la vôtre. Jusqu'à 1h du matin, vous allez pouvoir vous raconter, vous livrer, converser aussi avec les autres auditeurs. Venez nous dire vos envies, nous livrer vos expériences, apporter votre éclairage sur la vie. Alors, amour, bien-être, santé, famille, sexualité ou vie professionnelle, nous parlerons de tout sans tabou. Nous attendons vos appels au standard d'Europe 1, c'est le 39 21. Vous nous écrivez également par SMS en envoyant le mot nuit au 7 39 21 et par mail sur europe1.fr. Vous l'avez compris, confidence et bienveillance sont à l'honneur sur Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Julia Martin. Et je suis ravie d'accueillir notre premier auditeur ce soir sur Europe 1. Il s'agit de Christophe. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ? Bon, je vais bien, ça va. Merci. Je vous en prie. Alors, déjà, bonsoir à tous les auditeurs. Oui, ça c'est fait, vous avez raison. Et puisque nous sommes en période de fête, un joyeux Noël par avance aussi. De belles fêtes de fin d'année. De belles fêtes de fin d'année aussi, voilà, également. À du tous. Bonheur. À tous. Je crois savoir que vous nous appeliez parce que vous rencontrez quelques difficultés en ce moment familiales. Voilà. Alors tout à fait. Alors je vais résumer. J'ai eu à appeler Caroline il y a quelques mois de cela pour exprimer, en résumant le problème, c'est-à-dire que, en faisant succinct, j'ai j'ai 48 ans, j'ai refait ma vie il y a de cela 3 ans et demi, avec une personne qui a 2 enfants. Depuis 3 ans et demi, je dirais que nous sommes toujours en domicile séparé. Oui. Alors, ce n'est pas un choix de ma part, c'est quelque chose qu'on a plutôt subi, dans le sens où effectivement, la relation avec cette femme, ma compagne, a 2 enfants et a de gros problèmes avec sa fille, l'aînée, qui a 16 ans. Donc, c'est-à-dire des problèmes qui sont des problèmes relationnels. Quel genre de problème relationnel est-ce qu'elle a avec cette fille de 16 ans ? Des problèmes qui font que elle n'a pas le dessus sur sa fille. Elle a une fille qui a un caractère qui est comment l'exprimer, un caractère affirmé. Plus qu'affirmé, c'est-à-dire au-delà de l'affirmation, c'est-à-dire on est dans le domaine on dépasse l'arrogance, on dépasse tous ces clivages c'est ce que c'est qu'un adolescent. Je suis moi-même père d'un adolescent de 15 ans. Donc, je sais aussi ce que c'est que, et puis je l'ai été, donc je sais qu'il y a une forme de rébellion, il y a tout ça. On dépasse ce cadre-là, c'est-à-dire que sa fille, elle est dans quelque chose, elle exprime tout le temps de la colère, de la violence. De la violence sa mère. Et de la colère, on parle de violence verbale ? Oui, verbale. Alors après, dans les gestes, comme je suis pas tout le temps présent, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai mis quelques doutes par rapport à ça. Pour l'instant, je dirais que moi, j'ai été témoin suffisamment de scènes de violence verbale qui font que ça, c'est quelque chose déjà qui dépasse le cadre d'une relation affirmée, comme vous dites, par rapport à un adolescent. Et là, il y a un manque de respect total, un manque de respect de l'adulte en général.
sauf dans des cadres bien précis, puisqu'elle est scolarisée, et donc... Et à l'école, ça se passe bien, justement? Est-ce qu'elle accepte l'autorité? A priori, il n'y a pas eu de choses qui font état d'exprimer ce caractère. Hein. Donc voilà, donc je pense que ça se passe bien, oui, effectivement. Et cette jeune fille de 16 ans, Christophe, dont vous me parlez, qui est donc la fille de votre compagne actuelle, oui. Du coup, ça a une répercussion sur la relation que vous entretenez avec votre compagne? Oui, c'est une grosse répercussion, oui, bien sûr. Elle vous en parle? Elle s'en plaint, justement, cette maman, certainement désemparée? C'est-à-dire que on a l'impression de subir. Et comme elle subit les événements, moi je les subis avec elle, quoi. C'est-à-dire que bon, je suis un peu perdu par rapport à ça, parce que bon, autant au début, j'ai essayé de l'aider, en quelque sorte, hein. Donc on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes fonctionnements d'éducation, donc nos modes de fonctionnement d'éducation ne sont pas les mêmes non plus. C'est-à-dire, hein. Qu'est-ce qui diffère justement dans le mode de fonctionnement, comme vous l'appelez? C'est-à-dire que moi, il y a des libertés par rapport, si je prends le mien, des choses qui moi me choquaient déjà. Bon, quand elle avait, je l'ai connue, elle avait à peine 13 ans, quoi. Donc à 13 ans, elle était déjà quasiment indépendante. Elle avait une certaine liberté. Elle pouvait dormir, se coucher à l'heure qu'elle voulait. Je sais pas, elle regardait la télé dans sa chambre jusqu'à minuit. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui a besoin certainement de plus de cadres, qui repousse les limites en permanence vis-à-vis de sa maman. Voilà. Et là, ce qui est important de savoir quand même, c'est vous ne parlez pas du papa de cette jeune fille de 16 ans? Alors c'est vrai que j'ai omis d'en parler. Bon, effectivement, j'ai ce père et bon, malheureusement il est décédé. Et bon, c'est vrai que quand j'avais appelé déjà la libre antenne, j'avais précisé que donc il est décédé 6 mois après la rencontre que j'ai eue avec cette maman. Donc, et ça s'est pas fait dans n'importe quelle circonstance, parce que ça s'est fait le jour où j'ai présenté toute cette famille à ma famille, à moi, c'est-à-dire vraiment le jour précis, quoi. Ah oui. Parce que on habite à des distances, ma famille habite à 800 km de là où je suis. D'accord. Et bon, pour la première fois, si vous voulez, j'avais donc aux vacances de la Toussaint, il y a 2011, j'avais donc présenté cette famille à mes parents, hein, puis à ma sœur, enfin à tous mes proches, quoi, pour qu'ils fassent connaissance. Et puis on a appris brutalement le décès du père qui s'est tué par accident de la route. Hein. Donc, oui, c'est extrêmement violent comme décès. Et cette jeune fille avait à ce moment-là 12 ans, c'est ça? 12-13 ans? Elle avait 13 ans. 13 ans, ouais. Et comment elle l'a vécu, justement, cet événement dramatique? Quelle a été sa réaction à ce moment-là? Est-ce qu'elle a pu l'extérioriser, ou est-ce qu'elle a eu une colère rentrée suite à ce décès de son papa? Oui, c'était des hurlements, de tout ça. Bon, après la relation qui était avec le papa n'était pas existante en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que elle n'était pas existante avant. Moi, les 6 mois, mais même avant, hein, c'est-à-dire que bon, sur le témoignage de ma compagne, et même les 6 mois où je l'ai connu avant qu'il décède, c'est-à-dire que c'était un papa qui était quasiment absent, quoi. Il était il répondait pas par rapport à ce qu'un père doit répondre, c'est-à-dire il prenait pas ses enfants en visite, et il venait les voir, mais de temps en temps, et il avait le côté festif plus que le côté c'est-à-dire que c'était bon, il y avait déjà, c'est-à-dire que j'ai pas dénoté un changement de comportement de cette fille par rapport à ce drame avant et après. C'est sur le moment, oui, c'était bien sûr, c'est quelque chose de très douloureux, mais j'ai pas changé dans son attitude. Par exemple, avant, elle était déjà dans une, je l'ai connue comme ça, moi. Hein, elle était déjà dans quelque chose de très très de colérique, de tout ça, donc. Voilà.
Oui, mais je pense que malgré tout, c'est un tsunami émotionnel, un drame C'est-à-dire que extrêmement violent, surtout quand on a cet âge-là. Et vous me parlez d'un papa qui n'était pas forcément présent, comme vous le disiez, il était notamment pas qui faisait présent. beaucoup, Non, il beaucoup était la pas. fête. Bon, après, c'était leur père, parce que bon, Mm, ils sont deux. Il y a un petit frère qui a 4 ans de moins. mm, Mais bon, ceci étant, la relation, elle n'était pas existante. Hein. Il avait pas, voilà, il les prenait pas chez lui. Il venait les voir chez leur mère, mais de temps en temps. mm. Mais vraiment de temps en temps. Ils étaient séparés depuis 5 ans, depuis 4-5 ans, au moment où j'ai rencontré leur mère. Donc, enfin, voilà, c'était pas, il n'y avait pas une relation très proche, quoi. Je veux dire, hein. Proche dans le sens où ils s'occupaient d'eux, quoi. Mm. Mais la perte d'un parent à cet âge-là, elle est forcément importante et structurante pour la Ouais. suite de la vie de ces deux enfants. Et j'aimerais savoir, Christophe, est-ce que justement ils ont été suivis? Est-ce qu'elle a entrepris une Ah, thérapie, cet enfant? c'est-à-dire que non, elle était, oui, à un moment donné, même avant la perte de son père, là, il y a eu parce qu'il y a eu tellement de problèmes, et puis après ça a été arrêté. Et bon, après, bien sûr, j'ai essayé pas de la convaincre, mais d'en parler à ma compagne Mhm. dans ce sens-là. Et c'est pas, non, disons que sa fille est complètement contre. Mhm. Et c'est surtout le problème relationnel qu'elles ont toutes les deux, parce que c'est le gros problème. Alors, d'après ma compagne, c'est un problème qui remonte justement au fait où elle aurait vu des choses, où elle aurait entendu des choses à ne pas entendre quand elle était elle était avec ses propres parents. Donc, C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle aurait entendu? je sais pas. Bon, j'ai pas trop voulu, j'ai jamais trop voulu rentrer dans quelque chose qui pour moi est du domaine de l'intime. Donc, c'est-à-dire que bon, j'ai pu comprendre au travers des phrases de ma compagne qu'il y a eu des scènes assez violentes. Mhm. Bon, après, voilà, sans acte, mais des scènes, donc des paroles. Mhm. Et bon, voilà. Est-ce qu'elle y a une transgression par rapport à tout ça? Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours, je lui ai toujours dit qu'il aurait été judicieux quand même que toutes les deux aillent voir quelqu'un. Mhm. Parce que c'est vrai que le problème ne se pose pas, par exemple, avec son fils, quoi. Oui, Avec qui a son frère. qui a un autre rapport à sa maman, qui est plus Ah, totalement différent. dans Ouais, l'échange, totalement différent. Ouais. dans la possibilité d'exprimer ce qu'il ressent avec elle. Ouais, oui, oui, totalement différent. C'est pas du tout du tout les mêmes caractères. Mm. Donc il y a un dialogue entre cette maman et cette jeune fille? Ou c'est très Justement, difficile? quasiment pas, très très difficile. C'est-à-dire le dialogue c'est toujours de la provocation. C'est des échanges. Ce sont des échanges, on va dire, assez violents dans le sens où sa propre fille, hein, parce que bon, ma compagne n'est pas quelqu'un de très violente dans sa façon de penser. Mais bon, elle subit quoi. Elle subit voilà. Elle subit la situation et j'ai envie de dire que par extension, quelque part, vous la subissez aussi, Christophe, puisque vous Voilà. m'avez dit dès le départ de cet appel que vous aviez envie d'avancer dans cette relation avec cette femme, peut-être de vous installer ensemble, en tous les cas, de créer votre foyer commun. Le projet, c'était, voilà. Alors, le projet, bon, à la base, c'était quand même de manger l'esprit très famille. Hein. Je suis quelqu'un de famille. Et c'est vrai que, enfin, voilà, j'ai toujours pensé que le jour où je referais ma vie, c'était quand même pour vivre un semblant de vie de famille, quelque chose qui ressemble à ça, quoi. Donc, j'ai toujours œuvré dans ce sens-là. Bon, que ce soit vis-à-vis de ma compagne, mais vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de mon propre enfant, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de tout ça. Donc, j'ai toujours œuvré dans ce sens-là. Seulement, à un moment donné, on était confronté à ce problème relationnel qui fait que ce n'a pas été possible. Ma compagne a déménagé, je l'ai aidé à déménager, parce que bon, on est resté dans la même ville, hein, on habite très proche l'un de l'autre. Mhm. Bon, elle a déménagé pour quelque chose de plus grand, un appartement plus grand, je l'ai aidé, j'ai même refait les travaux de son appartement et tout ça. Bon, ça m'a pesé parce que bon, c'est quelque chose d'assez récent et c'est vrai que je me suis senti en dehors
en même temps acteur et en même temps spectateur parce que bon, bah, c'est moi qui l'ai aidé à trouver cet appartement, c'est moi qui a refait les travaux intérieurs. Et spectateur parce que je me dis c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce que bon, on avait tout pour être heureux on aurait pu s'installer ensemble et faire quelque chose ensemble, quoi. Mais ce que vous me dites là, vous l'avez dit à votre Oui, compagne? je l'ai dit, oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Qu'elle était, qu'elle le savait, qu'elle sait et que malheureusement qu'elle sait très bien qu'à cause de, bon, je vais pas citer le prénom de sa fille, mais à cause de tout ça, c'est pas possible, quoi. Elle m'a dit, c'est très bien, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais d'ailleurs, vous ne me parlez pas de la relation que vous avez avec cette jeune fille de 16 ans. C'est une relation... La relation que j'ai, c'est au travers... alors déjà, bon, elle vit dans son monde, donc bon, tout ça. La relation que j'ai essayé de nouer une relation avec elle, justement. Ouais. Et bon, c'est comme elle dit, par rapport à... Déjà, elle est tellement en colère et tellement remontée contre sa mère que bon, pour renouer une relation avec quelqu'un d'autre, c'est déjà difficile. Alors, elle exprime déjà une jalousie féroce depuis que je suis rentré dans la vie de sa mère. Mais bon, ça aurait été n'importe qui, ça aurait été pareil, je pense. Donc, elle exprime une jalousie féroce par rapport à elle. Bon, c'est des réflexions qu'elle dit à sa mère et qu'elle dit devant moi. Hein. Oui, quand Christophe est là, tu fais ci, quand Christophe est là, tu fais ça. Et voilà, elle a l'air de dire que elle prend plus soin de moi que de sa fille, quoi. Et qu'est-ce que sa mère répond à ce moment-là, Christophe? Est-ce qu'elle intervient ou est-ce qu'elle laisse dire? Non, elle lui dit non, mais n'importe quoi. Elle lui dit mais n'importe quoi. Mais en plus, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Ouais. Parce que bon, quand je vois toute l'énergie qu'elle met par rapport à sa fille, même on se respecte par rapport à ça en disant mais attends, tu lui achètes ça, alors que elle a vraiment pas besoin, quoi, franchement. Et elle le demande même pas et voilà. Oui. Donc non, de ce côté-là, elle en fait beaucoup trop, même beaucoup trop. Mais d'après ce que j'entends, il y a une question de problème de place dans cette affaire. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas la vôtre. Quand vous me dites, c'est très symptomatique. Quand vous me dites, je suis appelée pour aller faire les travaux dans cet appartement qui n'est pas le mien. J'y vais, je fais partie d'un quotidien, mais je suis systématiquement exclue. Il y a un problème aussi de place par rapport à cette fille dont vous me parlez de jalousie vis-à-vis de vous. Oui. Et on sent bien que c'est une jeune fille qui est en détresse et qui a une colère qui s'exprime. Cette agressivité, elle s'exprime comme elle le peut et avec les drames qu'elle a vécus. Et je pense qu'il est aussi important de la part de sa maman de savoir mettre des limites. C'est ça, le problème, il est là. C'est-à-dire de que savoir mettre des limites. Et peut-être, je pense, que vous devriez aussi, vous, plus vous affirmer. Parce qu'au final, cette relation, ça fait 3 ans et demi. Quelle est la finalité que vous voyez? Dans quoi vous vous projetez? Est-ce que vous avez des projets de vacances communes? Est-ce que vous me parlez de l'appartement? Visiblement, c'est pas possible. Et vous, là-dedans, j'ai envie de vous dire, Christophe? Alors, j'essaie de penser un peu plus à moi, parce que bon, voilà, c'est vrai que moi-même, je veux dire, j'ai été voir une psychologue, hein, donc pour me libérer un peu de ces choses-là. Et effectivement, il en ressort que je pense pas suffisamment à moi, donc je pense tout le temps, on va dire plus aux autres qu'à moi, et c'est vrai que j'essaye maintenant de m'affirmer un peu plus par rapport à ça. Bon, c'est vrai que prenant le dernier exemple, je me suis fait insulter il y a 3 semaines de ça, et j'ai quitté la table chez elle parce que je me suis fait insulter par sa fille. Avec des mots. Que je n'aurais même pas employé sur l'antenne, et c'est vrai que ça là, de ce temps-là, j'ai continué à nouer une relation avec la maman, c'est-à-dire que mais j'ai refusé de retourner, d'aller chez elle. Oui, parce que vous ne trouvez pas un équilibre. Parce que je veux des excuses. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'elle me manque de respect.
mais bon, c'est vraiment là, j'ai dit cette fois-ci, voilà, Non, je crois que c'est très difficile pour vous de pas être reconnu à votre juste place et à juste titre. Voilà, C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'entends un vrai désarroi. Vous avez une voix assez Oui. triste d'ailleurs, et ça fait de la peine donc, sur même pas, l'antenne d'Europe 1. Parce que une des premières choses que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est moi, ce qui est important pour moi, c'est la vie de famille. Et visiblement, la vie de famille, vous ne la trouvez pas Non. dans cette relation à cette Non. femme-là, qui malheureusement est dans la difficulté qu'elle est amenée à rencontrer avec cet enfant qui a perdu, ces 2 enfants qui ont perdu un papa très jeune, Oui. et cette femme aussi qui a subi cette mort accidentelle de son ex-compagnon. On imagine bien effectivement toute la douleur qu'il y a derrière. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, Christophe, si votre volonté, c'est de bâtir une famille, je pense qu'à un moment donné, il va falloir vous poser, comme vous l'a dit votre thérapeute, les bonnes questions. Oui. Dans toute relation, il faut en tirer un bénéfice. Quels sont les bénéfices que vous tirez de cette relation que vous vivez en ce moment? Donc les bénéfices que je retire, c'est tous ceux que je m'étais mis en tête. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est des choses qui oui, effectivement, il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y en a pas beaucoup dans le sens où tout ce que j'ai retiré comme bénéfice, c'est tout ce que j'avais comme projet Ouais. pour faire avancer. Voilà. Donc. Mais je pense que Christophe, il est important de vous poser, vraiment de réfléchir à vos aspirations, à votre projet de vie. Pas poursuivre forcément des chimères. Et vous dire aussi parfois que moi, je ne connais pas la relation que vous entretenez avec cette femme. Visiblement, si ça fait 3 ans et demi et que vous êtes resté, que vous êtes battu, que vous avez eu envie. Une relation d'amour, hein, Oui. Bon, c'est sûr. Oui, mais est-ce que il faut tout accepter par amour? Est-ce que cette compagne est en capacité de vous offrir ce à quoi vous aspirez? C'est les questions qu'il va falloir se poser, sous peine, finalement, peut-être quelque part de s'entériner dans quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on souhaite véritablement. Oui, je suis d'accord. Vous voyez? Oui. Non, mais c'est sûr. Mais je vous le dis en toute amitié. Oui. Non, mais j'entends bien. C'est-à-dire que j'ai combien de fois, j'ai essayé je lui en ai parlé plusieurs fois, et puis bon, en lui disant, est-ce que je vais pouvoir continuer comme ça? Je sais pas. Et bon, c'est vrai que souvent elle me dit, je comprendrai. Voilà, je comprendrai. Je dis, quand on aime quelqu'un, moi je n'accepterai pas que tu dises je comprendrai, j'agirai, quoi. C'est différent, quoi. Oui, je crois que c'est pour ça que c'est important à un moment donné, et c'est ce que je vous répète, Christophe. C'est-à-dire que vous entendez ce qu'elle vous dit, mais vous, il va falloir aujourd'hui être dans aussi quelque part une prise de décision. C'est-à-dire que soit vous restez dans une situation que vous subissez. Oui, c'est ça, oui. Soit vous prenez une décision mûrement réfléchie, où vous avez essayé un certain temps déjà de l'accompagner, d'essayer de comprendre. Et malheureusement, si ça n'arrive pas, il va falloir se poser de vraies questions et prendre des décisions. Est-ce qu'on est capable de tout accepter par amour? C'est d'ailleurs une question que je pose à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Ils peuvent nous écrire par SMS au 7 39 21 pour apporter un autre éclairage sur ce qui vous arrive, Christophe. Je vous remercie 1000 fois d'avoir été le premier auditeur. Si les auditeurs qui vivent la même chose que moi, je suis ravi de les entendre, il n'y a pas de problème. Hein. Comptez sur nous. Moi, c'est ma première soirée en direct sur Europe 1 à cette heure-ci. Mais j'ai bien conscience que c'est une grande famille, la famille du soir, avec beaucoup de bienveillance et solidarité. Je confirme. Vous voyez, je suis heureuse parce que je vous quitte avec un sourire, et ça, franchement, ça fait plaisir. Oui, exactement, oui. Nous avons plaisir à vraiment entendre cette émission, et tous les intervenants et les animateurs, effectivement, ça fait vraiment du bien, et que ça continue encore longuement, oui, tout à fait. Merci Christophe de votre témoignage. Merci à tout le monde. Merci bien. Merci Christophe. Voilà.
se poursuit jusqu'à 1h sur Europe 1 en direct. Je me représente, je m'appelle Julia Martin. Je rappelle à tous les auditeurs qui nous rejoindraient que Caroline Dublanche, qui vous accompagne avec justesse et bienveillance tout au long de l'année, est partie se reposer quelques jours, des vacances bien méritées. Je lui envoie un baiser d'ailleurs. Et moi, je suis ravie de vous accompagner pendant cette période de fête de fin d'année. Je vous rappelle que cette émission, c'est la vôtre, qu'on attend vos réactions, vos questions, vos témoignages au standard d'Europe 1 qui est ouvert. C'est le 39 21. Vous pouvez également nous écrire par SMS au 7 39 21 en envoyant le mot nuit d'abord ou bien sur europe1.fr. On a eu Christophe qui a été le premier auditeur tout à l'heure qui nous a appelé pour nous parler des difficultés qu'il a rencontrées avec sa compagne qui a une fille de 16 ans qui a perdu son papa il y a 3 ans et qui est extrêmement colérique, agressive, et cette relation détériorée entre la mère et la fille faisait que Christophe n'arrivait pas à trouver sa place et à s'engager à vivre la vie de famille dont il avait besoin. Et je vous avais dit, Christophe, que forcément vos témoignages allaient faire réagir. Merci Elisa qui vous écrit et qui vous dit au 7 39 21, non par amour, on ne doit pas tout accepter. Christophe doit mettre sa compagne devant un choix, ou bien elle recadre sa fille, ou alors il la quitte. Mais oui, c'est ce que je vous disais, Christophe, tout est une question de place et de bénéfice. Il ne faut pas tout accepter. Et même par amour. On est bien tous ensemble, la libre antenne se poursuit sur votre radio. Europe 1. Julia Martin. Et c'est maintenant Marie-Christine qui nous rejoint en direct sur Europe 1. Bonsoir Marie-Christine. Oui, bonsoir Julia. Alors j'ai déjà intervenu dans votre émission, je l'écoute tous les soirs, je trouve ça super. Alors moi je souffre d'une chose, c'est que ça va être le 9e Noël que je passe, que mon mari est mort. Il avait 49 ans, j'en avais 46, mes enfants avaient 19 et 21 ans. Après ça, on a été très très soudés, tous les trois, on n'avait pas le choix parce que si on n'avait pas eu ça, tout s'écroulait. Surtout que leur papa est parti, 9 mois après leur grand-père et puis 6 mois après ma mère encore. Donc voilà, là mais j'avais plus mes parents, plus de beaux-parents et puis mon mari. Donc on était très soudés et tout. Ensuite, quelques années plus tard, mes enfants ils ont quitté la maison, ils sont partis vivre avec leurs amis, ma fille s'est mariée, j'ai des petits-enfants, mais je souffre parce que c'est plus comme avant, parce que ma belle-fille, elle fait tout pour casser notre relation qu'on avait avec mon fils, sa sœur et moi. Et voilà, c'est très dur. Ma fille, elle m'a dit, moi, j'ai plus envie de faire d'efforts, maman. Donc, c'est très dur. Là, ça va être Noël. Et les autres Noëls, ma fille, elle partait des fois dans sa belle famille. Donc, le Noël, le réveillon, je le passais tout seul. Et j'ai même déjà passé le jour de Noël toute seule. Mon fils me demandait même pas ce que je faisais parce que moi je fais ou des cadeaux ou je fais le repas, mais je peux pas faire les deux. Je suis toute seule, donc il me demandait pas. Et cette année, ma fille n'est pas partie parce qu'elle attend un bébé pour dans 2 mois. Et elle m'a invitée. Elle m'a dit, écoute maman, comme on est à la maison, tu viendras avec nous le réveillon et le jour de Noël. Mes beaux-parents ils viennent et tout. Il y aura les sœurs de mon mari et on fera le 26 comme on fait toujours avec mon frère. Et là, il y a peut-être une semaine, il y a mon fils qui m'a dit, écoute maman, on t'invite pour le réveillon. Je dis, écoute, je suis désolée, mais je suis déjà invitée, ta sœur m'a proposé. Ah bon, il me dit, je dis, écoute, les autres années, j'ai toujours resté toute seule le réveillon et le jour de Noël. Coralie, elle a dit, tiens, pour une fois que je suis à la maison, maman, tu viendras avec nous. Alors voilà. Et la semaine dernière, ma belle-fille, j'ai dit, écoutez, alors au 26, alors les enfants et tout. Oui, au 26, puisque vous avez dit à votre fils que vous ne vouliez pas venir. Alors, je dis, j'ai trop rien dit parce qu'il y avait du monde. Et puis, en rentrant, j'ai refait un message, mais gentil, coucou les enfants, je sais pas qui a mal entendu, j'ai pas dit que je ne voulais pas venir, mais j'étais déjà invitée. Les autres années, on s'est jamais posé la question pour le réveillon le jour de Noël, donc je pensais qu'on faisait comme d'habitude, le 26. Et après, elle m'envoyait un message, mais alors... d'abord mon fils m'en envoyait en disant qu'il fallait que sa femme elle avait jamais dit ça, et après elle m'en envoyait un comme ça on vous aura invité, vous pourrez pas au moins dire que on vous l'a pas proposé. Ils habitent à peut-être 5 minutes de chez moi, ils viennent jamais. Si moi j'ai pas voir mon fils a 2 enfants, alors de temps en temps j'envoie un message, tiens, dis soir je passerai vous voir pour voir mes petits enfants, sinon je les vois pas. Votre fils est avec sa compagne depuis combien de temps ? Il la connaît depuis 10 ans. Et quel genre de relation vous entreteniez avec elle au départ de la relation ? Bien.
Vous étiez complice? C'est quelqu'un avec qui vous aimiez échanger, parler, faire des choses? En plus, elle était au lycée avec ma fille. Hein. C'est une copine de sa sœur. Ils ont 2 ans d'écart, mes enfants. Ah, donc vous la connaissez bien depuis longtemps? Ah oui, je la connais depuis longtemps. Elle avait 16 ans quand je l'ai connue. Et même au début, quand elle était avec mon fils, même au début que mon mari était décédé, elle dormait tout le temps chez moi, elle était chez moi. Son père, par exemple, il lui prêtait jamais, quand elle avait le permis, il voulait pas lui prêter sa voiture. Alors je disais, quand tu seras en congé, par exemple, quand j'avais congé le même jour, elle habitait une rue à côté de chez nous, je disais, tu peux venir chercher ma voiture si tu veux aller avec des copines, voir des magasins qui étaient un peu plus loin. Je lui prêtais même ma voiture. Hein. Et qu'est-ce qui a fait que la relation s'est compliquée entre vous? Elle a eu sa première petite fille. Ouais. Là, j'en ai mangé. Hein. Je peux vous dire que là, j'en ai pleuré plus d'une fois. Maintenant, ça va mieux. Hein. Mais j'ai pleuré. Hein. Mais c'est-à-dire, ça s'est traduit comment? La petite, elle a 2 ans. Ça s'est traduit que quand elle l'a eu, on n'a pas le droit de la porter. On n'avait pas le droit de la porter. On n'avait pas le droit. Un jour, c'était il y a 2 ans à Noël aussi. La petite, elle était dans son baby relax. Elle racontait et tout. Donc, je suis allée près d'elle et tout. Oh, tu racontes et tout. Et mon fils, il vient, il la détache. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Émilie, ma femme, elle supporte pas. Je l'emmène au lit. Je dis, non, tu vas quand même pas faire ça. Si. Alors ma fille, elle est partie le voir, elle lui a dit, écoute, c'est Noël, on va pas se prendre la tête pour des bêtises comme ça. Hein. Et puis la compagne de mon fils, elle est montée, et là, ma fille est redescendue, elle m'a dit, tu sais maman, il vaut mieux qu'on s'en aille parce qu'on n'est pas les bienvenus ici. Hein, ma belle-fille est là, comme dame. Alors là, mon fils m'a dit, non, pars pas maman. Je dis, ok, je pars pas, donc je suis restée, j'ai rien dit. Voilà, il y avait les parents d'elle, la mère, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a toujours été comme ça. Mais toujours été comme quoi? Comme ça, faire ses caprices. D'accord. Il fallait voir. Hein. Mais vous m'avez dit qu'avant, elle était dans une autre relation, elle était quand même bien intégrée dans la famille. C'est-à-dire, à l'époque là, ça n'allait pas très bien avec ses parents. D'accord. Ah, mais moi j'ai des beaux souvenirs, même quand mon mari est mort, elle a été gentille. Elle a eu des gestes gentils. Hein. Et vous avez senti un basculement, en fait, pardon de vous couper, au moment de la maternité, en fait. C'est la maternité où vous sentez qu'elle a été différente. Avec vous, avec ses parents avec également? Écoutez, l'autre fois, elle a eu après un autre petit, un petit garçon. Alors, l'autre fois, on était chez elle à l'anniversaire de l'aîné. Il y avait ses parents. Par exemple, elle va aller auprès de sa mère, elle lui dit, tiens, je te donne le petit. Moi, elle me le donne jamais. Je l'ai porté 3 fois, hein, il a 3 mois. D'accord. Mon fils, alors des fois, il le prend, puis il vient, il me dit, maman, tu le veux? Je dis, oui, avec plaisir, je suis contente, voilà. Et voilà. Et à côté de ça, je leur dis toujours, ma belle-fille, quand des fois elle travaillait, avant qu'elle ait même le deuxième, je disais, tu sais, si je peux vous dépanner, alors des fois à 6 heures, en quittant le boulot, je fonçais chercher la petite chez la nourrice parce qu'il fallait qu'elle quitte à 6 heures, et je gardais jusque quand mon fils rentrait du boulot. Tout ce que je peux faire pour les dépanner, je le fais. C'est pour mes petits, je suis contente. Des fois, ils me demandent à 6h30 d'aller les garder le temps qu'elles partent. Lui, il part au boulot avant ma belle-fille. Et pour que je puisse être là, moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, franchement? Mais Marie-Christine, c'est quelque chose qui vous demande encore aujourd'hui, ça? De venir le soir garder les enfants ou... Oui, c'est déjà arrivé, oui. D'accord. Donc, c'est étonnant, c'est paradoxal. Depuis que le petit frère est né, non. Là, il y a une rupture, vous avez senti que c'était vraiment différent? Non, là, quand elle a accouché, je lui avais dit, écoute, quand tu accoucheras, il est né il y a 2 mois et demi, mon petit-fils, je lui ai dit, quand tu accoucheras, il n'y a pas de souci, si vous voulez, je viendrai garder la petite, comme ça évite de la trimballer, elle a que 2 ans, elle sera dans ses repères, elle aura son lit, déjà qu'il y a le petit frère qui arrive. Ah oui, c'est gentil et tout. Je suis allée un matin, comme l'accouchement, il a été programmé parce qu'elle avait dépassé le terme, je suis allée un matin à 6h30, et ils sont partis à maternité. Je suis restée avec ma petite fille pendant 3 jours. J'étais l'amenée à la maternité. Même quand j'étais l'amenée, je suis restée dans le couloir. Je dis à mon fils, va tranquillement avec la petite pour qu'elle fasse ses présentations avec son petit frère et tout. C'est normal. Je voulais laisser tous les 4. Chose que je trouve tout à fait normale. Hein. Je m'impose pas. Hein. Mon fils, quand j'avais été chez lui garder la petite, il m'a dit, j'ai dit, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Non, ma femme, elle aime pas trop. J'ai rien fait. Voilà. Hein. Mais votre fils, justement, parce que j'ai l'impression qu'il a une position un peu ambivalente. Il dit rien. Il n'est pas très clair, hein? Il prend pas trop position. Il dit rien. Non.
Et puis même avec ma fille, elle n'est pas très sympa. Hein. Par exemple, autrefois, ma fille, il y avait la rentrée des classes. Ma fille a une petite de 3 ans et demi. Elle lui dit à ma belle-fille, qui est enceinte, bah écoute, ce serait sympa, tu viens nous rejoindre vers 11h, on va chercher la petite à l'école avec ta fille, et vous mangez avec nous. Bah, elle lui a même pas répondu. Hein. L'autre fois, il y avait la fête de l'école de mon autre petite fille. Bah, ma fille, elle aurait bien aimé que les marraines de la petite qu'elle vienne. Bah non. Mais mon vous fils, sentez... il est passé en vite fait. Vous sentez que c'est lié à quoi, Marie-Christine? Est-ce que vous sentez que c'est une protection excessive qu'elle a vis-à-vis de ses enfants? Est-ce que vous vous sentez exclue pour d'autres raisons? Ou est-ce qu'elle se sent peut-être elle-même agressée dans son rôle de maman? Moi, je suis un bouche-trou. C'est-à-dire que quand elle peut, elle les emmène chez sa mère. Mais si c'est le soir ou le matin très tôt, c'est moi. Parce que sa mère, elle roule pas. Hein. Elle garde des enfants déjà. Donc voilà, moi, je suis que le bouche-trou. C'est que quand ça les arrange. Et ça, vous l'acceptez, je comprends bien. Ah, mais ça, je le fais. Ah non, franchement, je le fais de bon cœur. Ouais. Je suis heureuse de voir mes petits-enfants. Bah oui, vous le faites parce que c'est aussi une façon de voir les petits-enfants. Sinon, je pense que ce serait compliqué de les voir. Là j'ai mal, vous savez. Ma petite fille, je dis pas, quand j'arrive, elle me saute au quoi, mamie, elle est contente. Et tout de suite, elle me prend par la main, viens, mamie, il faut que j'aille lui lire des histoires et tout. Elle adore, ou joue avec elle et tout. Vous savez, Marie-Christine, je comprends que le dialogue, il va être difficile, il semble difficile avec cette jeune femme. En revanche, il y a quelqu'un qui, à mon avis, devrait être un petit peu plus sur le devant de la scène, c'est votre fils. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez exprimé? Parce que moi, ce qui est très attachant, c'est que vous avez une voix qui est très dynamique. On sent que vous êtes quelqu'un qui est très aimant et je vous sens très attristé et au bord des larmes à cause de ça. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez dit en face à face à votre fils, de lui dire j'ai de la peine de ne pas voir mes petits-enfants et de pas me sentir partie de la famille? Ma belle-fille, quand il y avait eu le pataquès, là, que mon fils, il a été emmené la petite dans le lit, bon, il m'a dit, reste, maman et tout, ne me fais pas ça, on a déjà pu papa. Moi, je dis, oui, il n'y a pas de problème, gamin. Hein. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, j'ai dit, moi, je suis votre maman, jamais je serai fâchée avec vous. Enfin, c'est normal. Hein. Ma porte sera toujours grande ouverte. J'ai plus qu'eux, en plus. J'ai que eux. Et en plus, mes enfants, je les ai désirés. Hein. Ma fille, j'ai mis 5 ans pour l'avoir. Et j'ai eu des piqûres pour les deux pour les avoir. Bon, enfin, donc, mon fils, la fois là, moi je suis partie, je pleurais, j'avais pas envie de sauter de joie, quand j'ai vu le comportement que j'avais même pas le droit d'aller auprès de ma petite fille, j'ai dit mais j'hallucine, et après je suis rentrée chez moi, il m'a appelé, j'ai dit écoute, je préfère pas te parler là parce que je suis pas bien et j'ai pas envie de dire des mots qui dépassent mes pensées. Parce que vous savez comment que c'est, des fois on est énervé, j'ai pas envie de faire ça, enfin voilà, parce que je sais que c'est très fort entre nous avec ce qu'on a vécu quand leur papa est parti, il est parti d'une tumeur au cerveau, donc c'était pas facile, et voilà. Et donc il m'a dit oui maman je te comprends et tout, et peut-être 1 heure après ça sonne chez moi, et c'était lui. Il vient, il me dit oui, tu sais maman, j'en ai marre, tu sais, oui, tu vois, elle veut pas qu'on prenne la petite, elle est comme ça, puis à côté de ça, ses parents ils ont le droit, enfin voilà. Parce que, ou alors avec sa mère, quand je suis chez eux, ils partent dans la cuisine toutes les deux, puis mon fils il me dit qu'est-ce qu'elle m'énerve. D'accord, donc là... Ça, il me l'a déjà exprimé. Moi, il m'a déjà dit, par exemple, le jour qu'il a déménagé dans leur maison, ils ont aménagé dans la maison qu'il avait fait faire, le jour-là, il m'a dit, non mais j'hallucine, maman, regarde-moi ça. C'était le beau-père qui disait dans quel buffet il fallait ranger ci et ça. Bon, moi, je leur donnais un coup de main, mais moi, jamais je fais ça. Je dis, dites-moi, qu'est-ce que je dois... Vous voulez un coup de main? Est-ce que je dois faire quelque chose? Voilà. Non, mais là, je pense qu'on est face effectivement à quelque chose qui a dû se passer en cette femme, qu'on n'arrive pas à déterminer au vu de ce que vous me racontez. Elle a quand même un caractère très spécial. Elle a toujours été la petite fille capricieuse et tout. Ça, elle a toujours été. Non, mais disons qu'elle soit possessive, qu'elle soit très aimante. Quand un enfant arrive, à la limite, il y a plein de mamans qui vont l'entendre et qui vont... Vous-même, vous êtes passé par là. Mais ce qui me dérangeait plus dans ce que vous me racontiez, c'est finalement votre fils. Et je trouve qu'il n'est pas assez clair dans la position qu'il a vis-à-vis de vous et vis-à-vis de sa compagne. Vous voulez que je vous dise, des fois, mon fils, je me dis, je le reconnais plus. Mais vous savez, Marie-Christine, le fait de pas être en capacité de vous parler quand il est face à vous et de vous appeler 1 heure après par téléphone, on est quand même dans quelque chose d'encore très enfantin dans sa réaction. De venir, vous voyez ce que je veux dire? De se plaindre de sa compagne. Sur lui, vous verrez, c'est impressionnant.
Mais je crois que le problème, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre fils devrait parler à sa compagne pour essayer de mettre les choses au clair. Et je pense que forcément, il m'a dit un jour, vous savez, parce que il y a eu la fois de Noël, hein, où ça, mon fils m'a dit oui, tu sais, maman, c'est pas toujours facile et tout ça. Bon, il m'a bien fait comprendre que c'était pas toujours facile. Bon, je dis, écoute, je suis là, hein, mais bon, moi, c'est toi qui vois. Enfin, moi, qu'est-ce que je vous dise. Et un jour aussi à la fête des mères, elle a invité sa famille. Elle m'a pas invitée. Elle a pas invité ma fille. Ma fille, elle habite à 5 km d'eux. Hein. Et ma fille m'avait invité le midi. Et même pas le 4 heures, rien du tout. Et là, j'ai quand même dit à mon fils, je dis quand même, hein, là, franchement, il faut quand même pousser le bouchon. Hein. Je dis là, franchement, chapeau. Hein. Là, c'est quand même le yo-yo que vous faites. Hein. Alors, il m'a dit là-dessus, mais tu sais, maman, c'est pas moi qu'il faut le dire. Je dis, écoute, c'est quand même chez toi que ça se passait, Benjamin. Oui, je sais pas moi. Pardon Marie-Christine, je trouve ça un petit peu facile, alors que d'une part, si vous voulez, en tant que parent, je pense qu'on est apte aussi à avoir son propre mode d'éducation et en ce sens-là, je pense que effectivement, vous pouvez apporter un regard aimant et de grand-mère, mais ce sont les parents et ceux qui décident des normes et en fait de l'éducation qu'ils ont envie d'instaurer dans le cadre de leur foyer, normal, de leur maison. Et ça, c'est tout à fait légitime et c'est à respecter, je le pense. Et c'est d'ailleurs ce que nous écrit Bob en ce moment sur le 7 39 21. La première des choses, selon lui, c'est de pas intervenir dans l'éducation des petits-enfants. Parce que ça, c'est le rôle des parents. Moi, je me mêle jamais. Hein. Et je suis d'accord avec lui. Mon autre petite fille, hein, elle me dit, mamie, je dis non, mais c'est pas mamie qui décide, mon cœur, c'est tes parents. Moi, mamie, elle fait comme tes parents, c'est comme ils veulent, comme ils sont d'accord. Voilà, même quand j'ai gardé mon autre petite fille, j'ai souvent la gardée aussi. Moi, je fais comme ma fille me demande. Hein. Elle me dit, tiens, maman, tu feras comme ça. Moi, c'est eux qui décident. Mais vous voyez, ma belle-fille, elle est comme ça. Et à côté de ça, elle est hyper sévère avec sa petite fille. Il faut voir. Hein. Pouh là là là, moi, j'hallucine. Oui, mais alors, c'est ce que j'avais envie de vous dire aussi, Marie-Christine. Ça, finalement, elle instaure le cadre qu'elle a envie d'instaurer dans sa conception de sa façon d'élever les enfants. Et ça, je pense, malheureusement, que vous n'avez pas grand-chose à dire, si ce n'est essayer d'accompagner. Ça, je m'en fiche de ce que elle les élève comme elle veut. Ça, ce qui est plus dérangeant dans ce que j'entends que vous me racontez en ce moment sur l'antenne, c'est que forcément, ça va faire écho aussi à beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. On est dans une période de fête de fin d'année. Il y a une résonance particulière, surtout quand on a été frappé par vous, par la disparition d'un être proche, d'un mari, d'un papa, et que on a envie que ces fêtes familiales se passent du mieux possible les uns avec les autres. Et forcément, ces fêtes de fin d'année, elles réveillent aussi des angoisses. Les angoisses de chacun. Oui, moi, j'ai horreur de Noël, hein, je peux vous le dire. Forcément. J'aimais déjà pas Noël, mais alors là, encore bien moins qu'avant. Encore, c'est pour mes petits-enfants que je suis contente, mais le reste... justement, par rapport à ça, Marie-Christine, on a Chantal qui nous appelle au Standard d'Europe 1, c'est le 39-21. Chantal, elle a 67 ans et elle voulait vous parler justement du Noël avec les petits-enfants. Bonsoir Chantal. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Chantal. Oui, bonsoir Marie-Christine aussi. Oui, moi je vous appelle parce que pourquoi ne pas instaurer une année sur deux avec les parents et une année sur deux dans l'autre famille? Ça d'une part. Et puis moi, vous savez, je suis pareil, moi. Hein, je passe Noël avec des amis parce que mes enfants, j'ai un fils, ma fille est loin. J'ai un fils qui est à Valence dans la Drôme. Donc, mes petits-enfants, ils ont passé 4 Noëls, j'en ai pas encore passé un avec eux. Moi, maintenant, je suis partie du principe, je ne fais pas de cadeau à Noël si je passe pas Noël avec eux. Voilà. Ah ouais. Moi, je ne fais pas de cadeau. Eh bien non. Les petits-enfants, ils ont un anniversaire un mois après. Ils sont de fin janvier. Je leur fais un cadeau pour leur anniversaire parce que j'y vais. Mais moi, Noël, avec mes petits-enfants, ça n'existe pas pour moi. Je ne fais pas de cadeau. Vous n'avez jamais fait Noël avec vos plus petits? Non. Et mon fils, moi, j'ai eu aussi une altercation très forte avec mon fils. Mais moi, je me suis dit, mon fils, il a choisi sa femme. Donc, il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte comme elle est. Bon, je suis la belle-mère, avec en grandes lettres majuscules. Oui. Bon, donc je suis à ma place de belle-mère par rapport à ma belle-fille. Je suis à ma place de mère par rapport à mon fils. Et mon fils, comme beaucoup d'hommes, ne veut pas de bruit, ne veut pas d'éclat. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, Chantal, Marie-Christine, c'est que votre fils, dans cette affaire, moi, on parlait autour de moi, beaucoup de mères me disent ça pour leur fils. Ne prend pas position. Donc il ne prend pas position, il comprend pas que je m'entende pas avec sa femme. Je lui ai donné quelques exemples. Je lui ai dit, écoute, c'est comme ça, j'en fais pas un pataquès, c'est comme ça. Et puis, mais moi je crois que si vous voulez vraiment instaurer une année sur deux avec les parents.
Mais ça, je trouve que c'est une très bonne solution, Chantal. Et d'ailleurs, vous savez, ça se fait dans beaucoup de familles. Hein. On peut pas faire toutes les fêtes en même temps dans une seule et même famille. Dans ma famille, le problème, si vous voulez, on fait toujours le 26 ensemble, souvent, parce que ma fille. Alors vous faites le 26. Pourquoi vous voulez changer les choses? Eh ben, mais c'est ce qu'on fait cette année. On fait aussi le 26. Je fais le 26 avec mes enfants, mais moi, je vais en plus chez ma fille demain et le 25. Eh ben, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bah oui, mais mon fils. De toute manière, ma fille m'a même dit, tu sais, maman, je pense qu'il t'a simplement invité le 24 parce qu'il se doutait que tu venais chez moi. Mais arrêtez de supposer des choses. Arrêtez de supposer des choses. Arrêtez de dire, il a dû penser ça, etc. On se pourrit la vie en pensant que les gens y pensent quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec Chantal, Marie-Christine. Les gens ne pensent pas forcément comme on pense nous. Ils ont leur pensée. Hein. Votre fille, c'est votre fille, donc elle est plus proche de vous. Hein. Votre fils, c'est votre fils. Il est moins proche de vous. Bon, voilà. Donc, non, mais ce qui est important, il est happé. Moi, j'ai toujours entendu vous me permettez, que quand un fils se mariait, Chantal, on perdait un fils. Vous m'entendez, Chantal? C'est Julia Martin, c'est moi qui anime la Libre Antenne ce soir. Vous m'entendez, d'accord? Oui, Julia. Non, ce que je voulais dire, c'est que Chantal a raison, puis elle parle avec passion, à juste titre. C'est que je pense, Marie-Christine, que vous êtes dans une attente qui va vous rendre malheureuse. Pas une attente, je suis déçue parce que mon fils, mais vous auriez vu avant comme il était, même avec moi, mais la relation qu'il entretenait avec sa maman est forcément différente de la relation qu'il entretient avec sa mère, étant papa et étant accompagné de quelqu'un qui partage sa vie. Je pense que là aussi, il faut faire attention et accepter finalement les invitations sans les subir, essayer de profiter de l'instant présent. Mais ne soyez pas dans une attente ni vis-à-vis de votre belle-fille qui ne vous donnera certainement pas ce à quoi vous aspirez. Je lui ai pas demandé de m'aimer, je suis pas obligée. Écoutez, je trouve que c'est difficile de pas être dans des attentes par rapport à ses enfants. Moi, je trouve que c'est difficile. Mais on peut dire, on peut dire, moi j'aurais aimé que vous fassiez ça. Vous l'avez pas fait, j'ai de la peine, mais bon, ça va passer, vous inquiétez pas. Point final. Et puis peut-être qu'à force de le dire, moi, vous savez, mes petits-enfants, je les entendais jamais au téléphone. Et plusieurs fois, j'ai dit à mon fils, mais écoute, moi j'aimerais bien avoir, ils sont jumeaux, hein. J'aimerais bien entendre mes petits-enfants au téléphone. Et il y a 8 jours, il m'a appelé, il m'a passé mes petits-enfants au téléphone. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, Marie-Christine. Je pense qu'il est important de formuler les choses. Je lui ai dit un certain nombre de fois, écoute, moi j'aimerais bien entendre tes petits au téléphone. Je l'ai entendu, il l'a entendu, je l'ai répété. Et là, je les ai eus enfin. Voilà. Alors je crois qu'il faut dire, écoute, moi ça me fait de la peine de ne pas être avec vous à Noël. Je suis chez ta sœur. Point final, on n'en parle plus. Je te dis que ça me fait de la peine. Quand j'ai de la joie, je te le dis. Quand j'ai de la peine, je te le dis. Et moi, ma fille, elle m'a dit, écoute maman, j'aurais pu l'inviter le 24, mais moi j'ai pas envie. C'est toujours moi qui fais toujours tout. Si elle n'a pas envie de le faire, elle le fait pas. Elle le fait pas si elle n'a pas envie de le faire. Il n'y a pas de problème, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas chercher. Je vous dis, moi, arrêtez de penser, il doit penser ça, s'il ne l'a pas fait, c'est parce que. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas pensé, parce qu'il a eu autre chose, parce que, etc. Vous savez, Chantal, on va rester justement sur cette réflexion, on n'est pas dans leur vie. C'est d'une part ne pas être dans une attente démesurée, même si c'est difficile à ses enfants. Oui, aujourd'hui, votre fils est lui-même un papa. Et il a une compagne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Que vous ne vous entendiez pas avec cette compagne, voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter. En revanche, le maintien du lien aux petits-enfants, et c'est cette souffrance-là que j'entends depuis tout à l'heure sur l'antenne d'Europe 1, je pense que Chantal est dans le vrai. C'est-à-dire qu'il faut à la fois affirmer des choses, mais ne pas non plus, comme vous êtes qualifié tout à l'heure, de bouche-trou, tout accepter. C'est-à-dire d'être la nounou de dernière minute à 18h, 18h30, courir matin, midi et soir. Vous aussi, mettez des limites. Oui. Remettez un cadre dans ce lien-là et parlez avec votre fils en face à face, mais de façon apaisée. Vous savez, si vous dites à votre fils, je suis malheureuse de ne pas assez voir mes petits-enfants, je suis blessée de ne pas me sentir accueillie pour les fêtes de fin d'année en famille. Chez moi, il y a un grand parc pour les enfants. Magnifique. Alors, j'ai déjà demandé, j'ai dit, tu pourrais me laisser la petite de temps en temps, même l'été, il faisait bon. Jamais une fois, ils me l'ont amené, jamais. Eh bien, vous allez la chercher. Vous lui téléphonez, vous lui demandez, tiens, mercredi prochain. Ah non, mais ma belle-fille, elle veut pas. Qui vous dit qu'elle ne veut pas? Vous l'avez fait, ça? Je lui ai demandé encore la dernière fois, elle m'a dit non. Et pourquoi? Vous l'avez demandé pourquoi? Chantal, Marie-Christine,
On va devoir s'arrêter là parce qu'il faut un peu il faut de l'équité sur l'antenne d'Europe 1. Il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent et on est ravis. On va les accueillir jusqu'à 1h du matin en direct au 39 21. Oui. J'ai l'impression quand même qu'il y a une possibilité d'échange entre vous deux. Donc si vous êtes d'accord, Marie-Christine et Chantal, on peut échanger vos numéros de téléphone et puis éventuellement essayer de converser en dehors de l'antenne. Problème. Je crois que c'est aussi ça la famille du soir sur Europe 1. Oui. C'est ces valeurs de solidarité. Absolument. Vous donnez mon numéro. Avec plaisir. Donc vous ne raccrochez pas, mais Saouda en régie va récupérer Chantal et Marie-Christine. Je vous embrasse fort. Moi aussi. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite d'être avec vos petits-enfants et surtout que les choses s'apaisent dans mais de toute manière, plus court. Je vous savez, à quelque part, j'ai aussi beaucoup souffert. Depuis 1 an, j'ai perdu mon boulot, j'ai fait un malaise au boulot, je t'emmenais pas le SAMU, mon fils m'appelait jamais, ni ma belle-fille. J'aurais pu dessécher dans l'appartement que... Non, mais parce qu'il y a un élan vital et on l'entend sur l'antenne. Vous avez une voix qui est très dynamique et moi je suis sûre que vous avez plein de ressources et que cette situation elle n'est pas irréversible. Je pense qu'il y a encore possibilité de maintenir le lien avec les petits enfants et peut-être de conserver. Les petits enfants et d'être dans une relation. Ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais de rester dans une relation cordiale avec votre belle-fille et faire en sorte surtout que vous profitiez des petits. Il y en a même beaucoup qui me disent dis donc, t'es une sainte toi. Parce que je peux vous dire que je ne me ménage pas, mais je reste toujours zen, oui, bien sûr. Tu fais bien, il est mignon. On va rester sur ces paroles-là. Vous restez toujours zen. Vous le gardez en tête ce soir. Ouais. Un joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à vous. Merci, on reste. Je vous embrasse. Restez sur l'antenne d'Europe 1 en direct. Merci à tous de réagir. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après ça. Et on accueille maintenant en direct sur Europe 1 Isabelle qui souhaitait réagir au témoignage de notre premier auditeur Christophe. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Écoutez, je voudrais un petit peu tempérer ce que vous avez dit à propos de Christophe, parce que ça m'a un petit peu choqué qu'il soit mis en demeure, en quelque sorte, de choisir par rapport à sa compagne. Moi, j'ai connu une chose très différente dans la mesure où j'étais divorcée avec un ex-mari bien vivant et non pas un mari décédé. Ce que je peux dire, c'est que dans les années 80, où ma fille avait 16 ans et mon fils 13 ans, j'ai eu affaire à quelque chose d'absolument similaire, c'est-à-dire des insultes, un comportement absolument odieux. Ce que je peux vous dire, mon ancien compagnon est mort l'année dernière, mais depuis 7-8 ans, ma fille, avec qui il y avait autant de frictions et de difficultés, s'était rapprochée de lui et de sa nouvelle femme, et qu'elle a gardé, après sa mort, des contacts avec sa femme actuelle, enfin sa veuve plus exactement. Et je peux vous dire une chose, c'est que il est sans doute beaucoup plus difficile d'avoir à prendre la relève de quelqu'un qui est mort que de quelqu'un qui est encore vivant, en l'occurrence le père des enfants. Et que pour cette jeune fille de 16 ans, qui est donc qui a perdu son père, il est très très important que Christophe s'impose, et qui s'impose en tant que, non pas nouveau père, mais comme beau-père, et qu'il parle aux enfants. Et je pense que c'est très très important, parce que s'il parlait aux enfants, ça c'est une chose déjà, il aurait probablement un rapport avec eux peut-être plus agressif dans un premier temps, mais certainement beaucoup plus fort. Et par ailleurs, moi je suis très étonnée par rapport à sa femme, qu'elle n'ait pas fait le deuil, visiblement, de son ex-mari, parce que la fille amplifie sans doute ce que vit la mère. Si sa mère n'a pas fait le deuil de son mari, il est certain que la fille prend la relève. Donc,
je pense que Christophe a toutes les possibilités qui existent pour pouvoir fonder une famille, ce qui est visiblement son but. Hein. Il a dit lui-même qu'il était très désireux de vivre en famille. À lui de le faire savoir et de le dire. Et je voudrais lui donner un petit message d'espoir, parce que même s'il y a des conflits, si c'est vraiment quelqu'un d'aimant, ce qu'il paraît être, les choses s'arrangeront. Voilà. Mais j'entends bien ce que vous me dites. La difficulté que rencontrait Christophe, d'après ce qu'il exprimait tout à l'heure sur l'antenne, effectivement, c'était quelqu'un d'aimant qui était perdu. C'est aussi la difficulté qu'il y avait dans la relation entre la mère et la fille. Ça, c'est une chose absolument normale. Il ne trouvait pas sa place. Mais personne, même un père de famille, ne trouve pas sa place dans la relation mère-fille. Tout simplement parce que la fille a besoin de se dégager de sa mère pour exister. Si le problème de la mère, effectivement, c'est une hypothèse, hein, si le problème de la mère est qu'elle n'a pas fait le deuil de sa vie maritale précédente et du décès de son mari, c'est sûr que la fille va l'amplifier. Oui, mais vous savez, il faut toujours être assez précautionneux par rapport à ce genre d'événement, puisqu'on ne connaît pas cette personne et on ne sait pas comment elle a vécu la perte de son ex-mari, et puis cette expression qui est faire le deuil, vous savez, finalement les gens qu'on aime, on les aime pour toujours, il n'y a pas nécessairement besoin d'en faire le deuil. Faire le deuil, moi c'est une chose que je connais bien, faire le deuil, ça signifie accepter que la personne ne soit plus là. Donc, envisager, si on en est capable, une nouvelle relation. Donc, il y a deux problèmes. La relation mère-fille, ça c'est une chose qui peut se régler par la mère. Et effectivement, peut-être que la mère devrait suivre un petit travail sur elle-même avec un psy, etc. Mais il faut que cet homme, s'il aime cette femme, fasse comprendre à sa future belle-fille que il est là, en tout état de cause, non pas pour remplacer son père, mais parce qu'il aime sa mère. Mais tout à fait. Je crois que d'ailleurs Christophe le disait très bien tout à l'heure sur l'antenne. C'est quelqu'un qui semblait être dans la conciliation et dans l'écoute, puisque il a essayé de parler avec cette jeune fille de 16 ans qui est très colérique et agressive, et certainement à juste titre, puisqu'elle a perdu son papa. La difficulté étant que il n'était pas épaulé, il n'était pas secondé par la maman, qui n'intervenait pas quand justement cette jeune fille de 16 ans répondait, voire se montrait insolente. Et je pense qu'il était en plein désarroi à cause de ça, parce que finalement, quand bien même lui avait envie de prendre cette place-là vis-à-vis d'elle, du fait de ne pas se sentir soutenu par sa compagne, vous voyez la difficulté que ça comporte dans le quotidien. Je comprends très bien, mais il faut qu'il l'affirme, cette place. Il faut qu'il l'affirme, cette histoire d'appartement où il va faire les travaux, etc., etc. Mais c'est absolument incroyable. En général, c'est pour faire un nid commun, ce qu'il souhaite. Oui. Donc, il faut qu'il le fasse comprendre. Je pense que Christophe est quelqu'un d'extrêmement gentil, mais en dehors de sa gentillesse, il faut qu'il s'impose. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et le mettre en demeure de voir éventuellement une séparation avec une compagne qui ne correspond pas à ses vœux parce qu'elle n'est pas capable vis-à-vis de sa fille de prendre ses distances et de lui dire tu vivras ta vie plus tard comme moi je l'ai vécu, mais moi je choisis ça, c'est vraiment dur, hein. Non, moi, je vous donne mon point de vue. Bien sûr, et vous savez, on est là pour parler de tout, et je le disais dès le départ, sans tabou, et merci de la confiance d'ailleurs que vous m'accordez ce soir, Isabelle. Vous savez, je ne me permettrai jamais de mettre en demeure qui que ce soit. Simplement, j'ai entendu comme vous le désarroi après 3 ans et demi de tentatives pour Christophe d'arriver à s'insérer dans cette famille avec toutes les complexités qu'ont toutes les familles de toute façon. Bien sûr. Mettre en demeure quelqu'un, c'est quelque chose que je ne ferai pas. En revanche, lui dire de mettre des limites et surtout de ne pas s'oublier. C'est ce que je lui ai dit. C'est-à-dire qu'il faut que dans cette relation, lui-même en tire un bénéfice. Ça veut dire qu'il faut qu'il tire un épanouissement, qu'il arrive à, comme vous le disiez, c'est-à-dire ne pas simplement être là pour les tâches ancillaires, mais
s'inscrire dans un véritable foyer, vivre ensemble, poser un cadre et dire à cette femme, si tu veux qu'on continue à être tous les deux, moi je t'aime, je suis prêt à faire des efforts, mais il faut que de ton côté, tu me montres aussi que cette place que j'ai envie d'avoir, tu es en capacité de me l'offrir. Et donc il faut mettre des choses en place très concrètes dans le quotidien. Bien sûr. Non, je suis d'accord avec vous automatiquement, hein, c'est certain. Cela dit, il faut qu'il tienne encore quelques mois. Moi, je crois qu'il a tous les moyens d'arriver à quelque chose avec l'accord de cette femme et qui parle aux enfants directement, qui leur parle comme quelqu'un qui n'est pas leur père, mais qui est l'ami de leur mère. Oui, avec bienveillance et un regard d'adulte qui a envie de les accompagner, de les aider à grandir. Mais et visiblement, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas, justement, ils n'ont plus de repère masculin de leur père. Il est mort. C'est pour ça que je vous dis, il est beaucoup plus difficile, sans doute, avec quelqu'un de divorcé, il aurait une figure qui serait extrêmement commode pour un antagonisme. Là, il ne l'a pas. Il ne l'a pas, et je pense qu'il peut faire quelque chose s'il aime vraiment cette femme. Oui, et je crois d'ailleurs que c'est ce qu'il laissait entendre dans son appel tout à l'heure, Isabelle. Il a cet amour pour cette femme et on le sentait bien désemparé, en plein désarroi, ne plus savoir comment finalement agir pour arriver à faire en sorte que les choses reprennent une direction commune, qu'ils aient un projet de vie commun. Et je crois c'est un projet de vie, et le projet de vie, ça inclut aussi d'éduquer la petite jeune fille. Bien évidemment. En lui disant, tu auras ta vie plus tard, quand tu seras adulte, etc. Pour l'instant, on mène une vie de couple et une vie de famille. Mais je crois que c'est très difficile pour cette jeune fille qui a une colère, une violence en elle. Hein. On l'a entendu. Hein. Mais je pense qu'il est très important d'avoir ce relais aussi par son partenaire, qui est la maman de cette jeune fille et qui se doit d'être dans l'accompagnement et surtout en corrélation avec ce que peut dire Christophe. Mais comme vous le savez, les relations mère-fille sont toujours très délicates à un certain moment. Et je pense que l'âge de 16 ans, c'est vraiment un âge très difficile. Moi, je l'ai connu, et comme je vous l'ai dit, j'étais divorcée. J'étais pas veuve. Hein. J'étais divorcée depuis plusieurs années. Donc, je pense que Christophe doit tenir, s'il tient à cette femme, il doit tenir encore quelques mois, et les choses, probablement, s'arrangeront d'ici l'été prochain. Eh ben écoutez, c'est ce qu'on peut souhaiter à Christophe. Ben oui, on a envie de souhaiter des choses belles et positives, et surtout on a envie qu'ils arrivent à se trouver et s'épanouir dans une relation qui convient à toutes les parties. Je crois que c'est le plus important. Voilà. Merci infiniment Isabelle de votre confiance ce soir en direct sur Europe 1. Vous restez à l'écoute? Oui, bien sûr, encore un petit moment. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Restez sur l'antenne d'Europe 1. Et nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Je vous rappelle le numéro du standard, c'est le 39 21 et c'est Philippe maintenant qu'on accueille. Bonsoir Philippe. Bonsoir Julia. Merci de nous appeler. Bah écoutez, merci de m'accueillir. Je crois que vous êtes un petit peu perdu en ce moment, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, complètement perdu. Alors il y a 2 mois, j'ai perdu mon parrain que j'adorais. Oui. C'était un mec qui savait vivre. Il savait vivre. Il n'y avait pas de problème dans sa tête. Il a eu ses parents, fils unique et tout. C'était le meilleur ami de mon père. Et bon, il a 87 ans, il a arrêté de prendre ses médocs et 2-3 semaines après, il s'est écroulé, il est mort. Bon, moi je suis alcoolique. Oui. Et je maîtrise un peu. Je bois 2-3 bières le matin et je m'arrête là. Sauf que jeudi dernier, ça m'a échappé. Là, j'en ai bu 10-15 et je me suis écroulé dans la rue, je me suis cassé le bras. Je suis sorti de l'hôpital aujourd'hui. Donc j'ai un clou dans l'humérus et 2 vis au-dessus là. Et en plus de ça, j'ai perdu un
un homme que j'adorerais, quoi. Qui s'appelle Eddie Luzon, qui était pianiste. C'était un gitan, un vrai gitan, un des 7 familles. Dans les gitans, il y a 7 familles. Et moi, je joue de la guitare. Et je l'ai rencontré à Bruxelles, dans un café. Et je lui ai dit, je veux un avis intransigeant sur ma musique. Il m'a dit, viens chez moi, j'ai joué ma musique. Et depuis, on est devenus amis. Et il est venu me voir 5 fois sur Aix-en-Provence, en Déon, cette année, quoi. Et il est mort, là, il y a 5-6 jours. D'accord. Moi, bon, entre-temps, j'ai fait des études, hein. Bon, j'ai eu le bac, j'ai fait des études. D'abord, je suis rentré en classe prépa, c'était pas pour moi. Après, j'ai fait un DEGA. Et après, j'ai fait informatique, j'ai bossé dans l'informatique. J'ai repris des études par correspondance, machin. J'ai cru avoir réussi ma vie en gagnant 500 € par jour. Puis j'ai rejeté l'informatique parce qu'il n'y a aucun contact humain. Et l'année dernière, j'ai fait une formation de réceptionniste d'hôtel. Donc j'ai mon diplôme de réceptionniste d'hôtel. Je veux faire réceptionniste d'hôtel pour avoir du contact avec les gens. Mais là, franchement, je suis déboussolé, quoi. Ouais, mais je l'entends. Je vous sens évidemment très affecté par ces 2 décès de figures importantes pour vous, à la fois votre parrain et Eddie Luzon, vous avez dit, je crois. Ouais, Eddie Luzon. C'est ça. Et du coup, j'ai l'impression que ça a réveillé en vous, puisque vous le dites vous-même, vous êtes qualifié d'alcoolique, et que ça a dû forcément je le suis. réveiller les démons et toute cette souffrance qui est à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression que vous avez du coup du mal un petit peu à poser les choses, savoir quelle direction prendre. À recadrer, quoi. Et il faut plus que je déconne, quoi. Vous savez, Julia, il y a 10 ans, j'étais propriétaire de 3 appartements. J'ai vendu j'ai vendu mon dernier appartement le mois dernier et j'ai logé justement chez Eddie. Et on a joué de la musique. Eddie s'est mis au piano, moi à la guitare, et un ami, Eric, à l'harmonica. On a passé une super bonne soirée, et tout ça. Et voilà, maintenant tout ça, ça a disparu, quoi. Et maintenant, il ne faut plus que je déconne. J'ai des sous en banque, j'ai de quoi m'acheter un petit appart à Nice, parce que moi je veux aller à Nice. Mais il faut plus que je déconne, je n'ai plus droit à l'erreur. Quand vous dites, parce que ça fait plusieurs fois que vous le répétez, il faut plus que je déconne. Vous parlez de l'alcool ? Vous parlez de quoi ? De l'alcool notamment, de l'autodestruction, quoi. Il faut que j'arrête ça. La vie m'a fait assez de mal comme ça, il faut pas que j'en rajoute moi-même, quoi. L'alcoolisme, il est arrivé comment, Philippe ? Bon, moi je suis né le 17 mars 68. C'était un dimanche à 9h14 du matin. Ma mère s'est suicidée le 8 décembre 68. Parce que ma mère, petite fille d'un maire de Paris, en fait, avait monté dans le dos de notre famille un trafic de cocaïne en Provence. Et quand la police française l'a découvert, elle s'est sucrée, quoi. Et après, mon père s'est marié. Mon père qui était docteur en Sciences Po, en Sciences Éco, licencié en droit, doctorat honoris causa de l'Université de Chicago, enfin, bardé de diplômes. Il s'est marié avec la femme de ménage que mes parents avaient engagée. Cette femme me battait. Mais j'ai pardonné cette femme. Cette femme vous battait ? Elle me battait, ouais. Coup de poing dans la gueule pour m'apprendre à lire l'heure. Quand j'avais mal à la tête, elle m'étranglait. Enfin, bon, bref, quoi. Une enfance de merde dans des maisons de rêve. Mais j'ai commencé la psychanalyse il y a longtemps. À 22 ans, j'ai commencé à voir des psys, j'ai lu des bouquins. Et maintenant, j'en ai marre, quoi. Je veux rentrer dans le rang. Je veux bien participer à cette société de merde, mais je veux prendre du plaisir. Oui, vous sentir en pleine conscience de ce que vous vivez, en fait. Ben moi, ça passera par la musique. Parce que Eddie, là, qui est décédé il y a quelques jours,
Moi, quand je l'ai rencontré dans un café à Bruxelles, je lui dis je veux un avis intransigeant sur ma musique. Et il dit il devait jouer avec Paco de Lucia cette année. Paco de Lucia est mort. Il est allé là, il m'a avancé de l'argent pour que je puisse boucler mes études de réceptionniste d'hôtel à la FA de Istres. Et je l'ai remboursé parce que j'ai vendu cet appartement, le dernier appart que j'avais à Bruxelles. Donc j'ai remboursé Eddie et sa femme. Et ils ont pu partir à Malaga. Ils ont rencontré Ernesto Rugnac, qui est le patron du jazz en Espagne. Il est revenu à Bruxelles et quelques jours après, il est mort, quoi. Et ce mec, je l'adorais, quoi. Je l'adorais, ce mec. Mais dites-moi, Philippe, j'ai l'impression que la musique, c'est quelque chose qui a un véritable écho en vous. La musique, je vais vous dire, madame. Appelez-moi Julia. Hein. Ah, Julia. Ok, je vous appelle Julia. D'accord, Julia. Je vous appelle Julia. On est entre nous. Ok. Moi, je sais qu'il y a plein de gens, mais ça me fait pas peur. Mais je vais vous dire, Julia, la musique, quand vous prenez votre instrument, et moi, c'est la guitare, et que vous posez vos doigts comme ça, machin, bidule, c'est pas vous qui trouvez la musique. C'est la musique, ça vient, on la reçoit, la musique. On n'est qu'une antenne. Et moi, j'ai déjà joué en public, hein. Mais seulement, je suis une grosse feignasse et je travaille pas, donc je joue pas très bien. Mais c'est ma musique que je joue. Vous jouez de quel instrument, d'ailleurs? Guitare. Guitare électrique, classique? Guitare électrique, ouais. Et ce que je fais, c'est du blues, c'est du folk, c'est du sympa, c'est pas du gueulard, hein, c'est pas du hard rock, les gens plus à fond qui gueulent. Ouais. Le folk, la soul. Il y a assez de violence dans le monde comme ça pour faire ce genre de musique. Bon, j'aime bien CDC, j'aime bien des trucs comme ça. Mais moi, ma musique, elle est cool, quoi. Elle est féminine, je dirais. Ah, elle est féminine? Ouais. C'est-à-dire? Bah, elle est douce, elle est gentille, mais elle est rythmée, elle a du sens. Et quand j'ai rencontré Eddie en 2007, dans un café, et je suis le lendemain venu chez lui, et vous savez ce qu'il m'a dit, Eddie? Il m'a dit, il y a des gens qui font le conservatoire qui savent même pas faire ce que toi tu fais. Et est-ce que vous continuez à jouer aujourd'hui? Non, là ça fait 3 ans que j'ai plus de guitare. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que dans un moment de perte de confiance, la dernière guitare que je l'ai donnée. Et maintenant, j'ai plus les moyens de m'en racheter une. Mais quand j'étais à Bruxelles au mois de novembre pour vendre mon appart, j'étais chez Eddie justement. Et là, il y avait une guitare et on a joué. Eddie a joué du piano, moi j'étais à la guitare et il y avait un autre ami, Eric, à l'harmonica et on a joué, on a improvisé et c'était cool, quoi. Vous avez besoin d'apaisement? Mais la musique, ça m'apaise. Oui, je le ressens dans ce que vous décrivez. Vous parlez douceur, vous parlez d'un instrument féminin. Vous avez besoin de vous poser. Et d'ailleurs, par rapport à ça, l'alcoolisme, c'est quelque chose que vous avez traité, qui est en cours de traitement? C'est à moi de décider. Il y a des fois, j'arrive à me reboîter l'esprit et ne plus boire pendant 2 mois. Et puis ça se déboîte et je rebois. Il y a des fois dans ma tête, j'arrive à, si vous voulez, vous voyez le cirque, on met un bâton pour tenir le chapiteau. Vous me comprenez? Vous comprenez l'image? Oui, tout à fait. Eh ben, j'arrive à remettre le bâton pour tenir le chapiteau et là, je ne bois plus. Mais voilà, 2 mois après, le bâton disparaît, le chapiteau retombe et je rebois. Mais quand je bois beaucoup. J'ai déjà failli mourir 2 fois à cause de l'alcool. Donc il faut absolument que j'arrête, quoi. J'ai pas le talent d'un Gainsbourg, hein. Je suis pas un génie en musique. Mais ma musique, elle est sympa, quoi. Elle est humaine, elle est touchante. J'ai déjà joué devant des gens, quoi. Je vous mens pas, quoi. Et mais ce qui revient d'ailleurs quand vous parlez de jouer de la musique et d'être sur scène, ça revient également à ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, ce métier de réceptionniste. Vous m'avez parlé du relationnel, ce besoin d'être en connexion avec les autres. Bah ouais. Et je crois, Philippe, mais ouais, je l'entends. Et je crois que
certainement peut-être la première des choses qu'il va falloir affronter, c'est arriver à trouver une stabilité par rapport à cet alcoolisme qui vous empêche finalement d'accéder à toutes ces envies qui sont là, qui ont envie d'émerger, ce projet d'appartement, d'aller à Nice, d'installation, cette envie de poursuivre la musique, d'être en connexion avec le monde et avec les autres, et cette envie de se sentir vibrer. Je crois que c'est important qu'on reste en contact parce que je suis en train de voir l'horaire, on arrive tranquillement mais sûrement vers minuit. Vous restez, et je vous reprends tout de suite après les informations, ça vous va ? Ah, super. Merci. D'accord. Beaucoup, et puis on invite les auditeurs aussi à réagir et à apporter leur témoignage et leur éclairage au témoignage de Philippe. Ok, je vous attends. À tout de suite, minuit. À tout de suite, Julia. Sur votre radio Europe 1. Merci de votre confiance à Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. C'est la libre antenne. Cette émission, c'est la vôtre et vous le savez. On attend vos réactions sur europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission, également au standard, c'est le 3921. Nous sommes toujours en ligne avec Philippe, qui était un perdu, désemparé suite à des décès des êtres chers. Cette volonté de s'installer, de vivre autre chose ailleurs, je crois que ça sonne à côté de vous, non ? Ouais, c'est mon téléphone qui est chargé, qui me dit qu'il est chargé. C'est pas un SMS, c'est D'accord. mon téléphone qui me dit qu'il est chargé. C'est ça le direct, et on le rappelle aux éditeurs. Vous savez, il y a beaucoup de réactions qui nous parviennent également par SMS au 7 39 21 avec le mot nuit quand vous nous écrivez. Nous avons Feuille d'érable qui nous dit, au nom de ceux que vous aimez et de la passion qui vous anime, vous ne pouvez que vous en sortir peut-être avec de l'aide. Et c'est ce que nous dit également Philippe, un autre auditeur, qui vous sent désemparé et qui vous dit peut-être la solution serait de vous faire accompagner, pourquoi pas par le milieu hospitalier, puisque je rappelle aux auditeurs qui nous rejoindraient maintenant que vous êtes alcoolique et ce depuis de nombreuses années. Est-ce que justement cet accompagnement hospitalier, vous y avez songé ? Vous avez déjà eu recours à ça ? Je suis accompagné par un milieu hospitalier, je suis accompagné par une microstructure. Et mais moi, comment dire, c'est dans la tête que ça se passe. Des fois, j'arrive à relever le chapiteau et ne plus boire. Et puis, je sais pas, ça m'est arrivé pendant deux mois de plus boire, sans médicaments, rien, et puis paf, ça retombe et je rebois. Je sais pas, c'est à moi-même que je joue des tours. Il faut que je sois un peu plus lucide, un peu plus, comment dire, au fait de ma vie, quoi. Centré, ouais. Mais je crois que l'alcoolisme, c'est une maladie suffisamment grave pour, comme vous le dites, vous faire accompagner et de façon pérenne, pour vous aider à construire et à accéder à ce à quoi vous avez envie, car vous avez des projets. Et ça, c'est le plus important. Vous parlez d'envie depuis tout à l'heure. Julia, je veux vous dire un truc. Moi, j'étais informaticien avant. Donc j'ai fait un trimestre de classe prépa. C'était pas pour moi. Après, j'ai fait un 2 Galil, j'ai le niveau 2, j'ai pas eu le diplôme. Puis après, j'ai fait un gradué en informatique à Bruxelles. J'ai commencé à bosser. Quand j'étais employé chez Logica, je me suis inscrit à l'Open University en télécom, j'ai eu mon diplôme. J'ai réussi mon diplôme, je suis passé indépendant, j'ai gagné 500 € par jour. Là, j'ai cru que j'avais réussi, comme un puceau de l'existence. Et j'en ai eu marre.
j'ai tout laissé tomber, en fait, parce que quand on a vendu la maison de famille qu'on avait, les secrets de famille se remontaient. Donc là, j'ai appris que, ma mère était la petite fille d'un maire de Paris, que ma mère jouait du piano, qu'elle avait été sélectionnée pour le concours René-Elisabeth, qui est le concours le plus prestigieux, le concours musical le plus prestigieux au monde. J'ai aussi appris qu'elle avait monté dans le dos de notre famille un trafic de cocaïne. Tout ça, oui, forcément. C'est un galimatias de données contradictoires entre l'amour et l'argent. Mais je crois que oui, mais c'est important, comme vous le dites, d'arriver vous-même à vous centrer. Donc, que vous soyez accompagné, c'est extrêmement important pour arriver à essayer de sortir de cet alcoolisme. Vous avez une nouvelle fois parlé de musique à l'instant en parlant de votre maman. Je crois que la musique, c'est quelque chose de central dans ce que vous nous racontez depuis tout à l'heure sur l'antenne de Moi, Europe 1. je vais vous dire, Julia, moi, je veux aller à Nice. J'ai 140 000 € sur mon compte. Je dois me refaire mes dents parce que j'ai 15 dents au moins à cause de la clope et l'alcool. Donc je mets 10 000, 15 000 € pour refaire mes dents. 10 000 € pour pouvoir venir et le reste pour m'acheter un appartement. Je me mets sur des rails, je recrute des musiciens, je leur demande est-ce que tu te défonces? S'ils me disent oui, dehors. Moi je veux des gens et je veux faire ma musique. En hobby, je veux pas faire une carrière musicale, hein. Mais la musique, ça vous procure un tel plaisir. C'est tellement merveilleux quand la musique passe à travers vous, que vous la jouez. C'est encore meilleur que le sexe. Oui, mais vous savez, quand vous me parlez de ce projet d'appartement, d'installation à Nice, etc., je crois qu'il faut procéder par ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, ça c'est sûr. Posez-vous et essayez d'avancer pas à pas. Vous me parlez de musique dans un premier temps sans me parler de recruter des musiciens. Vous me parlez d'une guitare que vous avez donnée. Si vous avez de l'argent sur votre compte en banque, comme vous le dites, dans un premier temps, pourquoi ne pas racheter déjà une guitare qui vous accompagne dans votre quotidien, sur laquelle vous allez pouvoir faire des exercices et puis vibrer. Parce que je crois que vraiment, c'est ce qui vous fait vous sentir vivant et bien, cet instrument. Non, mais d'abord soigner mes dents, ensuite acheter un appart, trouver un travail, après je m'achète une guitare. La musique, c'est pas la priorité, c'est le hobby, quoi. D'abord me mettre sur des rails. Un appart, un travail, mes dents, parce que je peux pas faire réceptionniste avec la dentition que j'ai, hein. Impossible. Non, mais donc pour moi, la priorité, c'est soigner mes dents, me trouver un appart à Nice, trouver un boulot dans un hôtel de réceptionniste, parce que j'aime ce boulot en fait, j'aime vraiment ce boulot. Parce que quand j'ai terminé mon graduat en informatique à Bruxelles, pendant 1 an, j'ai fait réceptionniste, et franchement, j'aimais bien ce boulot, quoi. J'aime bien accueillir le client, lui faire sa clé, lui dire sa chambre, lui indiquer là où sont les machins, les bidules, et voilà, quoi. Et quand j'ai fait mon stage à Nice, parce que quand j'ai fait cette formation à l'AFPA de Istres, j'ai fait mon stage à Nice parce que justement je compte m'installer à Nice. Et par exemple, je vais vous expliquer, Julia, un jour il y a une dame qui arrive, il y a eu un hiatus à l'aéroport de Nice, et les bagages sont arrivés avant que la dame arrive. Et moi j'étais tout content de lui dire, madame, vos bagages sont là. Elle était tellement ravie, et ça me fait tellement plaisir. Mais Philippe, c'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure sur l'antenne d'Europe 1. Il y a cette volonté de rester en contact avec les autres. Il y a cette volonté de maintenir le relationnel. Il y a cette envie d'aller de l'avant, de construire et d'avancer. Vous allez y arriver. On a beaucoup de messages qui vous souhaitent bon courage. Marie vous embrasse. Marc nous dit que l'alcoolisme est un drame, une maladie difficile à soigner et qu'il faut continuer à vous battre et de serrer les poings pour essayer d'avancer. Et puis il y a beaucoup de gens aussi qui vous encouragent au 7 39 21 sur le chemin de la musique qui visiblement vous fait beaucoup de bien. Je vais vous embrasser Philippe parce que il faut se laisser, il y a beaucoup d'appels qui nous arrivent au standard au 39 21. Merci de nous avoir fait confiance et puis n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles. On sera ravis d'en avoir de belles. Je vous embrasse. Merci beaucoup Gila.
Et Lady Gaga sur Europe 1 avec Chick to Chick. La libre antenne se poursuit en direct jusqu'à 1h sur Europe 1 et nous accueillons maintenant au standard au 39 21 Luciano qui nous appelle de très loin, je crois. Bonsoir. Bonsoir Julia. Comment allez-vous? Vous avez oui, vous avez un petit accent créole. Oui. Oui, j'ai un petit accent réunionnais là. J'espère que tout le monde à l'antenne, les Français, tout ça, ils comprendront bien ce que je voulais dire ce soir. Bah écoutez, pour l'instant, on vous comprend parfaitement. Quelle heure il est là chez vous sur l'île de la Réunion? Chez nous, il est pratiquement 3h20 du matin là. 3h20 du matin et vous êtes encore réveillé? Ah oui, là, demain c'est le réveillon de Noël, tout ça. Là, on est parti pour fin d'année spectaculaire, je veux dire. Spectaculaire, pourquoi? Il y a un petit cyclone là qui passe dans les parages là. Ah, oui. Pas mal, beaucoup de bien à beaucoup de gens ici sur la Réunion. Hein. Vous êtes où à la Réunion? Vous vous plaignez du froid là. Je sais pas si vous aurez la neige pour Noël là, le 25 là. Comme c'est très attendu là, la neige là, sur la métropole. Non mais on se plaint pas trop. On se plaint pas trop du froid pour l'instant parce qu'il fait plutôt doux et effectivement dans les stations de ski en ce moment on est plutôt en train d'attendre la neige. Mais vous êtes de quel côté de l'île de la Réunion? Vous êtes du côté de Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis qui est la capitale? Saint-Denis, voilà. À Saint-Denis. C'est la capitale, le chef-lieu, oui. D'accord. Et vous écoutez Europe 1 sur la radio partenaire là-bas qui s'appelle Radio Freedom, que je salue pour y avoir travaillé. Voilà. Vous êtes très positif, je crois que vous aviez envie de nous parler des fêtes de Noël. Oui, j'ai envie de parler des fêtes de Noël, ça. Vous vouliez nous dire quoi sur les fêtes de Noël? Luciano ne m'entend plus. Ah, la ligne, c'est visiblement coupé. C'est un petit peu normal. Hein. L'île de la Réunion, c'est quand même à 12 500 km. On espère peut-être essayer de le récupérer tout à l'heure. Sinon, on conserve ses coordonnées à Luciano et puis on essaiera de la voir soit ce soir, soit demain. On prend un nouvel appel au standard d'Europe 1 39 21. Il s'agit de Carole. Bonsoir, Carole. Bonsoir Julia, merci de prendre mon appel. Merci à vous de nous avoir contactés. Oui, je suis très très embêtée. Je vous téléphone en fait à propos de ma sœur qui vit avec son compagnon depuis 4 ans environ. Au début évidemment tout allait bien entre eux, mais tout a changé lorsqu'il a emménagé chez elle. Oui. Et en gros, il décide de tout et elle doit lui obéir. Alors au début, elle a accepté son tempérament difficile parce qu'elle était amoureuse, mais aujourd'hui elle vit un enfer et voudrait qu'il s'en aille. Voilà, alors, on est dans une situation invraisemblable parce que, elle habiterait chez lui, elle prendrait ses clics et ses claques et ce serait terminé. Mais il habite chez elle et elle ne peut que le subir car lui a décidé de rester coûte que coûte. Voilà, donc je voudrais savoir d'une part ce qu'on peut faire, sachant qu'une procédure est déjà en cours. Quel type de procédure? Eh bien, il y a quelques mois, elle a déposé plainte contre lui parce qu'il l'avait séquestrée chez elle et malmenée au point qu'elle avait des traces à la fois sur le visage et sur les bras. Donc il avait été violent avec elle? Il avait été violent. Il est violent psychologiquement. Elle subit des violences terribles parce que des menaces, des tas de choses. Mais là, il y avait des traces. Donc les policiers ont pris des photos. Et à la suite de cette plainte, lui a passé une nuit en garde à vue. Et il était comme un enfant, complètement dépassé par ce qui lui arrivait. Et ma sœur, bien sûr, a eu mal au cœur au point qu'elle a voulu retirer sa plainte. Mais ça n'est pas possible. Une fois qu'une plainte est partie, on ne peut pas la retirer. Donc, entre-temps, la plainte a suivi son cours. Le procureur a pris la décision d'interdire à ce garçon de revenir chez ma sœur. Et malheureusement, le jour où le substitut qui suivait l'affaire à la place du procureur, le substitut devait leur annoncer cette décision, il les a vus arriver ensemble à sa convocation parce qu'entre-temps, ma sœur s'était laissée apitoyer et l'avait autorisé à revenir. Donc, il les a laissés repartir. Oui. Et évidemment, cette situation s'est dégradée à nouveau. Donc, ma sœur a repris contact avec le substitut en lui disant qu'elle avait changé d'avis, voulait qu'il s'en aille. Ce garçon donc a été convoqué. Il s'est rendu à la convocation. Il s'est rendu à la convocation où on lui a donné le choix. Soit il signait un document s'engageant à quitter le domicile de ma sœur sous un délai raisonnable, le temps que pour lui de rassembler ses affaires.
soit il serait, il serait contraint de le faire ultérieurement avec de surcroît une condamnation. Il a refusé de signer, déjà. D'accord. Donc même le processus, c'est quand même impressionnant quand la justice se met en branle. Bon, il a refusé de signer. Le substitut lui avait dit aussi qu'il devrait suivre des groupes de parole, que ce n'était pas une option, il serait tenu de le faire. Alors ça fait plusieurs mois maintenant que cet entretien a eu lieu et rien ne s'est passé, ni obligation de partir, ni même convocation pour un groupe de parole. Donc autant cet homme s'était montré mortifié lors de sa garde à vue, avait reconnu des violences à l'égard de ma sœur et juré aux gendarmes qu'on ne les reprendrait plus. Autant depuis, il a repris du poil de la bête et il se comporte comme un vrai petit tyran. Alors, pour vous donner quelques exemples, il dort lui très peu, il sort tous les soirs, toutes les nuits. Il la réveille en rentrant intentionnellement et systématiquement, ce qui, moi ça me rendrait folle, ça rend fou tout un chacun. Pour lui demander des choses sans importance, genre où est ma tablette, une autre fois il a cru entendre du bruit, voilà. Il change d'humeur tout le temps. Il l'a déjà empêché de se rendre à son travail au risque de... elle peut risquer de le perdre s'il continue à la mettre en retard. Il l'a séquestré chez elle à plusieurs reprises, lui a confisqué son portable. Il essaie de l'isoler, j'ai l'impression, et de nous et de ses amis. Je pense que là, c'est pas qu'une impression. On peut parler complètement d'isolement, de manipulation. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille, lui, d'ailleurs ? Alors, il travaille. Et alors, justement, il travaille dans la journée. Il travaille le soir. Il travaille. C'est pas vraiment un travail. Il exerce sa passion. Il donne des cours de danse le soir. Donc, il rentre. De toute façon, ils n'ont pas de vie de couple. Il rentre tard tous les soirs dans la semaine. Le week-end, il a un club. Il est italien, donc il va à son club d'italien. Et ma sœur ne sait rien sur lui, sur sa vie avant, sur ce qu'il fait. Il ne lui donne aucune explication. Par contre, il se montre très jaloux et possessif envers elle. Il supporte pas, par exemple, qu'elle s'enferme dans la salle de bain. Il se permet de la faire changer de tenue lorsqu'elle est en jupe. Des choses complètement aberrantes. Et depuis quelque temps, ça c'était des violences psychologiques, mais depuis quelque temps, certains objets lourds ont volé à travers la pièce, au risque de la blesser. Il lui est arrivé de la projeter violemment sur le canapé, de la faire tomber plusieurs fois. Et d'ailleurs, le canapé, s'il le loupe, ça peut aussi être très grave. Il a mimé un étranglement, il l'a suivi en voiture, il lui fait des scènes en public. Mais... Donc là, il y a un regain de violence depuis finalement qu'il s'est réinstallé et le pire, dans l'appartement avec elle. Il entend des voix depuis quelque temps, donc il prétend qu'elles ne lui ont jamais menti. Alors moi, ça me fait très peur. Parce que à supposer que ces voix lui dictent de faire une bêtise, apparemment, puisqu'elles ne lui ont jamais menti, il les suivrait aveuglément. Alors psychologiquement, c'est très très dur pour elle. Et depuis quelque temps, puisqu'il devient de plus en plus odieux et violent, il lui parle nez à nez, il crie plutôt d'ailleurs. Donc il la projette, comme je vous ai dit, au risque de lui faire mal, de la faire tomber dans sa colère. Il la menace régulièrement de la tuer si elle décide de le quitter. Et ça, il a décidé que personne ne le ferait partir. D'accord. Et ça, vous arrivez à maintenir le lien avec votre sœur quand même ? Elle vous appelle ou vous arrivez à la voir ? Ils n'ont pas les mêmes horaires, puisqu'il il rentre tard tout le temps, donc elle m'appelle sans arrêt. Je suis avec elle au téléphone tous les soirs, parce que j'essaie effectivement de lui montrer qu'on est là. Mon frère aussi, on est tous très présents. Ma maman se fait un sang d'encre, elle est assez âgée, elle a d'autres soucis, mais bon... Et du coup, cette histoire, évidemment, pèse très, très lourd sur toute ma famille. Bien sûr. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'on est dans une situation où le procureur était apparemment convaincu qu'il fallait la protéger. Mais comme elle a repris cet homme-là, un peu par pitié, à vrai dire, parce que c'est vrai qu'elle a tenu à lui très longtemps, mais je crois qu'après, comme elle avait conscience qu'il était malade, parce qu'on pense qu'il est malade, elle avait un peu pitié de lui. Donc, et du fait qu'elle l'a repris, qu'elle s'est laissée attendrir, j'ai l'impression qu'elle, maintenant, on ne la prend, je bafouille, plus au sérieux. C'est-à-dire que du coup, la procédure est très très longue et on n'en voit pas le bout. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Bon, elle était en contact avec une association d'aide aux victimes le substitut lui avait donné des coordonnées. Elle les a appelés une fois. Ils lui ont dit de porter plainte à chaque incident, ce qu'elle n'a pas fait, parce que justement, elle voulait pas l'enfoncer. Elle voulait juste, puisque la procédure était en cours, qu'elle suive son cours, on souhaite qu'il quitte le domicile, qu'on l'oblige à quitter le domicile, et puis c'est tout. Elle voulait pas l'enfoncer, d'autant qu'elle croit vraiment qu'il est malade.
Mais je pense, et puis il y a peut-être aussi une certaine pudeur à raconter tout ça à des inconnus, aux policiers, à l'aide aux victimes, enfin. Et du coup, on a l'impression que le procureur, il a peut-être d'autres chats à fouetter plus urgents, quoi, voilà. Et du coup, ça traîne. Et là, c'est vrai que ce sont des procédures qui sont toujours très longues. Oui. En revanche, je pense que là, on est quand même, au vu de ce que vous me racontez, dans une situation qui est plus qu'alarmante, puisqu'il y a une violence au quotidien qui n'a de cesse de s'accroître. Oui, je trouve où il y a que des ça prend menaces. Oui, tout à fait. Où il y a des menaces de la tuer, vous m'avez dit. Hein. Ah de la tuer, ça fait déjà un moment, elle me l'a avoué il y a quelques jours, ça fait déjà un moment qu'il la menace, mais là il lui dit de toute façon je partirai pas d'ici, et si je pars, on partira tous les deux. Donc, enfin il est très, il est même des fois plus explicite que ça. Oui, j'entends bien. Mais moi je pense qu'effectivement il faut de toute façon, puisqu'ils ont des horaires décalés, que votre sœur retourne au poste de police et déposer une plainte, parce que ça c'est extrêmement important, et ça c'est vrai qu'il faut systématiquement déposer une plainte. C'est ça ce que je voulais savoir, voilà, parce que c'est très important. Est-ce qu'il faut que je l'incite à poser plainte à chaque incident, parce que des incidents il y en a tous les jours. Chaque fois, tous les jours, elle m'appelle en me disant il a fait ça, il a dit ci. Et d'ailleurs ce soir au téléphone, j'étais avec elle, il l'empêchait de me parler en hurlant, en disant qu'elle mentait à sa sœur. Ne mens pas à ta sœur. Et il a dit une phrase qui m'a un peu glacée, parce que je l'ai entendu lui dire de toute façon tu as un comportement qui n'est pas adapté à moi, comme si tout tournait autour de lui, alors qu'elle lui dit mais si tu n'es pas content, va-t'en, et de toute façon je veux que tu partes. Et lui dit mais non, c'est à toi de changer, tu as un comportement pas adapté à moi. J'ai trouvé ça complètement mais oui, mais on entend bien toute la manipulation qui a été mise en place par cet homme, au vu de ce que vous me racontez là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne voit plus votre sœur comme une personne à part entière, mais elle est complètement choséifiée. Il la respecte pas du tout, oui. Oui, il la respecte pas du tout. C'est un objet. Et puis il lui impose, il est chez elle, et c'est lui qui décide de tout. Et comme de toute façon, il est beaucoup plus fort qu'elle, physiquement, il la contraint à pas sortir, ou à... Et comme elle est chez elle, vous avez déjà pensé tout simplement, dans un premier temps, en plus évidemment de la procédure judiciaire, donc le dépôt de plainte, à changer la serrure? Non, alors ça lui a été conseillé par l'association d'aide aux victimes notamment, et moi je suis contre, parce que il peut tout à fait surgir derrière elle et puis la pousser à l'intérieur et se venger. Après, elle est seule avec lui, hein. Donc moi je pense qu'il faut que ça passe par la voie légale, qu'il soit suffisamment impressionné, que le procureur décide d'une ordonnance, je sais pas comment ça s'appelle, mais une ordonnance d'interdiction d'approcher. C'est exactement ce que nous écrit au 739-21 Michel, qui nous dit, Carole, qu'il faut saisir apparemment le juge aux affaires familiales et demander une ordonnance de protection en procédure accélérée. En plus de la procédure. Exactement. Vous avez tout à fait. D'accord. Vous faites une procédure en 2 temps, donc c'est ce que je vous disais. Donc continuez le dépôt de plainte à chaque événement, parce que c'est important pour le dossier. Et d'un autre côté, vous saisissez le juge aux affaires familiales. D'accord. Et vous demandez une ordonnance de protection, puisque c'est une procédure qui sera plus rapide. C'est une procédure qui est accélérée. D'accord. Et je pense également qu'il est important pour votre sœur et pour vous d'ailleurs, si elle n'est pas en capacité de le faire, parce qu'on peut comprendre aussi. Oui, elle est à bout là, je crois. À quel point elle est éreintée et fatiguée psychologiquement, et à quel point aussi elle peut avoir perdu de l'estime pour elle-même. Et vous parliez aussi de pudeur à raconter ce qui lui arrive. C'est tout à fait légitime. Moi, pourtant on est très proches depuis toujours. Elle m'avait raconté des tas de choses, mais depuis 2-3 jours où elle craque complètement, elle m'en a raconté d'autres, notamment la séance d'étranglement. Enfin, et ça, elle me l'avait pas dit, parce qu'elle sent qu'on est nous aussi un peu à cran, un peu inquiets, et elle nous a même nous épargnés, et ça m'inquiète, parce que elle a beaucoup de tempérament, et je pense que comme les gens très forts, ils prennent tout sur eux, et le jour où ils craquent dans les grandes largeurs, et c'est ça qui m'inquiète énormément. Et donc, écoutez, je vous remercie déjà de... Je vous en prie, mais Carole, surtout ce qui est important, et je pense que vous avez bien fait de nous appeler ce soir, cette sœur, elle vous avoue, et elle a cette famille qui est solidaire et qui est un rempart et qui est un socle. C'est très important pour elle, qu'elle ne se sente pas seule. Il faut éviter qu'elle se retrouve aussi en vase clos avec cet homme-là, qui n'aura de cesse de la rabaisser, de lui faire subir des violences psychologiques et physiques. Donc, il y a cette voie légale qui est forcément évidente et importante et fondamentale. Et je crois qu'il est aussi très important, puisqu'elle a déjà fait dans un premier temps, de reprendre contact avec des associations d'aide aux victimes. Si elle ne le fait pas,
pourquoi vous n'iriez pas éventuellement passer un coup de fil ou passer la porte d'une association? J'ai fait une lettre avec mon frère, on a fait une lettre de concert au procureur pour lui exposer tous ces faits-là, lui indiquer qu'on avait très peur pour sa santé psychologique et sa santé physique maintenant, et qu'on le suppliait d'écarter ce garçon et de lui interdire de l'approcher à nouveau. Mais bon, ça c'est une chose, on est en pleine période de Noël, donc je pense que probablement les gens seront en vacances et ça n'aura pas d'effet avant le début de l'année prochaine. Donc moi ce que j'aurais souhaité, c'est, de toute façon là je me rends chez elle, je lui ai dit qu'on allait aller porter plainte ensemble, parce que là je pense qu'elle a même plus l'énergie de faire grand chose, donc qu'on allait aller porter plainte au commissariat de police. Je vais leur donner la copie de ma lettre et je vais aussi leur exposer tout ce qu'elle m'a indiqué depuis quelques jours en plus. Mais surtout, je voulais aussi d'ailleurs avoir votre avis là-dessus. Je me rends donc demain chez eux. Ils habitent à quelques centaines de kilomètres de moi. Oui. Pour ne rien arranger. Donc je me rends chez eux et je voulais savoir quelle attitude moi je devais avoir vis-à-vis de cet homme. Est-ce que je devais ou faire profil bas de façon à ce que ma sœur ne se retrouve pas en difficulté quand elle se retrouvera seule face à face avec lui, ou au contraire est-ce que je dois lui montrer qu'on est tous autour d'elle et qu'il ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut avec elle. Vous voyez, je sais pas trop comment me comporter. Au téléphone il hurlait que de toute façon il m'expliquerait tout ça demain. Évidemment, moi, autant vous dire, je n'ai absolument pas de complaisance envers lui et je ne veux même plus l'entendre maintenant. Ça suffit maintenant. Donc, je ne sais pas si je dois le lui dire carrément. Non. Moi, je pense Carole, je pense que là, je pense qu'il est plus nécessaire d'essayer de dialoguer avec cette personne. Votre sœur est en grand danger. Je pense qu'il faut faire ce que vous avez dit, rester solidaire, que la famille soit là pour l'entourer. Il faut choisir la voie légale. Il faut retourner voir une association. Je pense également, peut-être, pourquoi pas, si elle le peut, venir trouver refuge chez vous dans un premier temps. Je comprends à quel point ça doit être injuste à vivre ça, de se dire c'est mon appartement et je suis obligée d'en partir. Mais votre sœur est en grand danger. Et d'ailleurs, mais elle travaille, elle peut pas perdre son emploi, donc elle peut pas s'absenter quand elle veut. Elle a 3 chats, donc vous savez, on peut toujours trouver des solutions avec les associations. Elles vous donneront des conseils très pratiques par rapport à ça. Et c'est aussi intéressant. Votre témoignage émeut beaucoup d'auditeurs ce soir, à la fois au 7 39 21, également au standard d'Europe 1 au 39 21. Gentil. D'ailleurs, je voulais remercier Michel du bon conseil qu'il m'a donné là. Oui, et puis Carole, maintenant il y a Sophie qui souhaite vous parler, dialoguer avec vous. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Juliette, bonsoir à cette auditrice à qui je souhaitais apporter du réconfort et un témoignage. Oui. Par rapport à sa sœur, effectivement, vous demandez quelle attitude adopter. Je vous conseillerais vraiment si vous êtes amené à vous rendre chez eux, à faire profil bas dans un premier temps. Mais l'urgence, c'est vraiment de protéger votre sœur. Et comme vous disiez, Julia, quitte à ce qu'elle laisse son domicile, elle peut se mettre en arrêt maladie, ce serait tout à fait justifié le temps qu'elle trouve une solution au regard de son travail. Elle peut tout à fait se mettre en arrêt maladie, mais il est surtout important qu'elle se mette à l'abri. Je vous explique rapidement. Il y a 2 ans, j'ai été confrontée à ce type de profil d'homme. Oui. C'est un homme que j'ai rencontré dans ma communauté religieuse. Très rapidement, cet homme s'est approché de moi, très aimable, très intéressé. C'est ça, oui, parce qu'il est très charmeur, en fait, au départ. Voilà, il peut passer d'une humeur à l'autre dans la minute, lui. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui, au départ, présentait bien, très agréable. Oui. Et très rapidement, il y a des propos incohérents qui sont tenus pour abaisser la personnalité de l'autre, pour l'isoler également, comme vous décriviez. Oui, la mettre sous emprise. Oui. Voilà, exactement. Mais c'est vraiment c'est une emprise. Et le pire, c'est que ce type de menace qui est proférée peut être mis à exécution. Mais bien sûr. Mon cas, ça s'est traduit par une tentative de viol, puisque malheureusement, je l'avais fait venir chez moi pour discuter, pour mettre un terme, si vous voulez, à ce qui n'était pas en réalité une relation, mais on avait eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises. Et le jour où j'ai voulu le laisser monter pour enfin lui dire que je ne tenais plus du tout à avoir de contact avec lui, il m'a agressé chez moi. Il a dormi dans mon lit sans mon accord. Il m'a emprisonné chez moi, on va dire. Oui. Le même genre de comportement, effectivement. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, et le lendemain matin,
je n'ai pas évidemment dormi de la nuit. Il m'a bloqué sur mon lit toute la nuit. Et le lendemain, il se réveillait à me demander le petit déjeuner, de quoi se brosser les dents. Vous voyez à quel point... Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà. On passe du coq à l'âne. On lui dit les choses, il semble ne pas les comprendre. Et puis même cette attitude que vous avez décrite tout à l'heure, le fait que face au juge, il se montre comme un enfant. Oui, tout ça, c'est calculé en fait. Donc, il ne faut surtout pas que vous soyez attendri face à son comportement. Mais bon, ça, notre éducation fait qu'on a toujours été un peu, vous voyez, mais là, je crois qu'il est important, Carole, justement, d'entendre le témoignage de Sophie, que je remercie particulièrement, parce que c'est pas du tout évident de raconter ce qu'elle a fait ce soir sur l'antenne. On est face à quelqu'un qui use de la manipulation. Donc là, il s'agit pas de faire référence à son éducation, il s'agit de se dire que votre sœur, elle est en danger. Et qu'à partir de là, l'attitude à adopter, celle que vous a conseillée Sophie très justement, c'est de ne pas rentrer en contact direct avec lui. C'est de l'éviter et de poursuivre... Il faut garder une distance, garder de la souplesse, le temps de protéger votre sœur et vraiment que votre sœur sorte, quitte à ce que ce soit elle qui quitte le logement, mais elle doit absolument partir. Ne pas rester dans cette situation de vase clos où, effectivement, la situation pourrait malheureusement basculer. Je vous remercie 1000 fois, Sophie, de ce témoignage et de cette aide apportée à Carole ce soir. Je vous embrasse. Carole, je vous parlais de Michel tout à l'heure qui a réagi au 7 39 21 par SMS. Michel nous a appelé au standard d'Europe 1. Oui. Au 39 21. Bonsoir Michel. Bonsoir Julia, bonsoir Carole. Oui, bonsoir Michel, merci déjà du renseignement que vous m'avez indiqué qui me semble fort précieux. Vous êtes avocat Michel ? Oui, tout à fait. Alors la meilleure solution, surtout actuellement, est grâce à une loi toute récente qui est de 2014 et qui a renforcé le processus législatif qui existait au regard des violences faites aux femmes plus particulièrement. C'est la possibilité, en plus de déposer bien entendu une plainte qu'il faut faire, et pas simplement une main courante, une plainte, c'est de demander au juge aux affaires familiales. Alors, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un avocat pour le faire, ou si vous voulez le faire avec un avocat, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle si vous n'avez pas les moyens de le payer. De déposer une requête sur un formulaire qui préimprimé que vous pouvez demander au greffe du juge aux affaires familiales, une requête pour obtenir ce que l'on appelle une ordonnance de protection, j'ai noté, c'est ça ? Ordonnance de protection. Une ordonnance de protection qui soit l'obligera à quitter au besoin avec de force, s'il ne veut pas le faire, le domicile, quand bien même le domicile lui appartiendrait si vous y étiez marié, parce que ce qui a changé avec cette nouvelle loi, c'est qu'elle s'applique également aux concubins qui ne seraient pas mariés. Et ça, c'est très important. Soit vous permettrez, vous, de déménager et de l'empêcher de venir vous enquiquiner dans votre propre logement. Et dans ce dernier cas, vous auriez même le droit, en présence d'enfants, de cacher, ce qui normalement ne se fait pas, de cacher votre adresse dans les papiers et dans les documents qui sont remis entre les parties devant le juge. Voilà. Et c'est une procédure qui est très très rapide, qui se fait en référé et dont les conséquences sont extrêmement graves parce que s'il ne respecte pas les préconisations, enfin les injonctions qui lui sont faites par le juge, il s'expose à de graves sanctions qui ne sont pas uniquement des sanctions de pure forme, qui sont des sanctions absolument réelles et qui peuvent être très graves. Voilà. Oui, mais alors là, excusez-moi Michel, mais est-ce que je peux vous poser une question ? Est-ce que cette ordonnance de protection suppose que quelqu'un vient, enfin des policiers viennent le chercher à la maison, par exemple ? Non, pas du tout. Pas du tout. Comment voulez-vous le faire ? C'est-à-dire que le juge va rendre une ordonnance qui sera non contradictoire, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de le faire citer, si vous voulez. Vous n'allez pas vous affronter dans le bureau du juge. Vous serez vous seul convoqué.
Et au vu des éléments que vous allez lui fournir, des plaintes qu'il y a déjà eu, des photos qui ont été prises par les policiers, je crois que vous avez dit tout à l'heure, de tous ces éléments-là et d'autres plaintes que vous aurez pu déposer, le juge va se faire une opinion assez rapidement. C'est pour ça qu'il est... D'où l'importance du dépôt de plainte régulier. D'où l'importance du dépôt de plainte, oui. Mais enfin, il a déjà dit devant le substitut qu'il entendait des voix, qui était le substitut. Il y a quand même des preuves déjà dans le dossier. Hein. C'est pour ça que je me permettais de donner cette solution, parce que gentil, oui. Après, c'est un problème de preuve, évidemment. On ne peut pas arriver devant un juge en disant mon concubin ou mon mari est violent avec moi, je veux une ordonnance de protection, on ne vous la donnera pas comme ça. Mais en ce qui vous concerne, vous avez des éléments objectifs, probants. Vous avez des photographies prises par les policiers, vous avez un dossier pénal auquel vous pouvez avoir accès, que vous pouvez produire comme pièce de preuve. Donc par conséquent, vous aurez cette ordonnance de protection, mais lui ne sera pas convoqué. Et vous la lui ferez signifier par voie d'huissier de justice. Et là, il sera obligé... Mais en attendant, ma sœur sera seule avec lui, vous voyez c'est une ordonnance qui est... Bon, là, il est vrai que nous sommes en période de fête. Mais c'est une procédure accélérée. C'est une ordonnance qui est délivrée dans les 7 à 8 jours. Voilà. Et même s'il fait appel, elle est exécutoire tout de suite. Oui, mais ce que je voudrais pas, c'est qu'il la reçoive en étant seul avec ma sœur dans cette maison. Alors nous, on est à des centaines de kilomètres, mon frère et moi. Donc vous voyez, je voudrais pas la laisser seule. Oui, non, mais ça, c'est un problème d'organisation. Elle peut aller se réfugier quelque temps chez une amie. C'est vrai. Que lui soit signifiée cette ordonnance. Et une fois que l'ordonnance lui est signifiée, si elle est favorable, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas favorable. À ce moment-là, votre sœur fait appel à la police qui va faire exécuter l'ordonnance et qui va le faire le mettre hors du domicile. Je comprends. Parce que ça, je pensais que c'était le rôle du procureur. Pardonnez-moi, Carole. Juste une réaction, Michel, juste pour savoir, on ressent que vous avez une certaine expérience de ce type d'affaires. On est bien d'accord que la sœur de Carole se trouve en ce moment dans une situation d'urgence. Absolument, oui. Et qu'il faut agir vite. Mais bien sûr, et l'ordonnance de protection n'est faite que pour les situations d'urgence. D'accord. C'est important, Carole, que vous entendiez ça. Si vous ne faites que déposer une plainte, etc., bien sûr, vous pourrez avoir satisfaction. Mais si on attend d'avoir des séquelles, des bras cassés, voire des choses beaucoup plus graves, ça sera un petit peu trop tard. Donc cette procédure, elle est faite précisément pour agir vite. Elle a été construite notamment sur le débat que l'on connaît bien, le nombre de femmes qui meurent tous les jours sous les coups de leurs conjoints, de leurs concubins, de leurs partenaires. Bon, même voilà. Donc c'est pour ça que des procédures accélérées ont été mises en place pour ne pas laisser les femmes dans ces situations catastrophiques. Michel, merci de cette bienveillance et de ces conseils ce soir à Carole. Ce que je peux éventuellement vous proposer, si vous êtes d'accord, c'est de laisser vos coordonnées à Carole si elle a d'autres questions peut-être à vous poser d'ordre plus intime ou qu'elle souhaite avoir des précisions. Carole ? Oui ? Je vous embrasse fort. Écoutez, merci beaucoup. Et je vous souhaite bon courage. Oui, mais j'en ai parce que j'ai tellement. Mais ça s'entend, hein. Ça s'entend. Oui, je suis décidée. Je vais essayer. On a une journée là, vendredi ensemble. Je vais faire tout ce que Michel m'a conseillé là. Exactement. C'est très bien. Et je rappelle aussi que c'est très important pour les gens qui nous écouteraient de se sentir épaulés dans ce type de situation, qu'on n'est pas seul et que forcément il y a des associations, il y a la voie légale, mais qu'on peut s'en sortir et que c'est ce que vous allez faire, Carole, c'est ce que vous allez mettre en œuvre pour sortir votre sœur de cette situation dramatique. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas les procédures et donc, vous voyez, je viens d'apprendre ce soir quelque chose de très intéressant que je ne connaissais pas, qui ne nous a pas été mentionné par le substitut et on se sentait complètement impuissant dans cette situation. Et là, j'ai l'impression que de nouveau, je vais avoir quelque chose que je vais pouvoir mettre en œuvre pour l'aider. Eh bien, merci. Vous allez prendre les coordonnées de Michel hors antenne et puis n'hésitez pas surtout à nous donner des nouvelles de votre sœur. Oui, je n'y manquerai pas, je vous rappellerai dès que tout ça sera derrière nous. Merci Carole. Merci beaucoup. Bon courage. Oui, merci, au revoir. Au revoir. Carla Bruni sur Europe 1 avec Joli Sapin.
sommes ravis sur Europe 1 car nous sommes en direct. Tout à l'heure, nous avions un contact à l'île de la Réunion. Je rappelle que c'est à 12 500 km, qu'il est 3 heures de plus que chez nous. Nous étions en ligne avec Luciano et ça s'est interrompu. Mais on vous a retrouvé, Luciano? Oui, Julia, tout à fait. On nous a retrouvés. Allô? Oui, ça y est, on vous entend bien. Vous êtes en direct sur l'antenne d'Europe 1. On est ravis. Cool. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices et à toute l'équipe d'Europe 1. Oui, que vous écoutez, je rappelle, sur Radio Freedom, qui est la radio partenaire d'Europe 1 à l'île de la Réunion. Et Luciano, vous vouliez nous parler des fêtes de Noël. Voilà. Pas seulement des fêtes de Noël, mais je voulais aborder plusieurs sujets, mais comme il reste plus beaucoup de temps, je sais pas si je pourrais aborder tout ça. Bah écoutez, on a quand même à peu près 3 minutes tous les deux. Enfin, c'est pas mal pour aborder déjà un premier sujet. Si vous avez envie de parler de Noël, nous racontez peut-être déjà vous, qu'est-ce que vous allez faire à Noël en famille? Ma famille, ils sont partis pour les fêtes de Noël en métropole, là. Vu que j'ai mon frère, il est en prison à Neuvix-Seul, là-bas. C'est à Bordeaux, là. D'accord. Et j'ai mon frère aussi qui est à l'école de gendarmerie, là-bas, à Montluçon, tout ça. C'est la famille, tout ça. Mm-hmm. Et là, mes parents, ils ont pris l'avion au mois de décembre, là. D'accord. La semaine dernière. Ils vont rester là-bas pour un mois et quelques jours, là. Mm-hmm. Du coup, je reste avec mes tantes et mes grands-parents, tout ça, et avec mes petits cousins, mes petits neveux, tout ça. Voilà. Il y a des spécialités. Il y a des spécialités à la Réunion. Je pense notamment au litchi, spécialité des fruits de saison. Oui, le litchi, les ananas, tout ça, la mer. On a même le patrimoine, le paille en queue, la paille en queue, tout ça. La paille en queue, c'est quoi exactement? Vous savez, c'est un oiseau avec une grande queue, là. Ouais. Et ça, vous le cuisinez? C'est très beau, hein. Ouais. Non, c'est un patrimoine que... Ah bah oui. Des oiseaux que... C'est comme le dodo? Comme le dodo? Pas comme la dodo, mais c'est un beau patrimoine quand même qu'on a ici, là, la paille en queue, ah oui. Magnifique, quand vous les voyez voler dans le ciel, ça. Le ciel, l'océan, la mer, c'est la France, hein. Bah bien sûr. Vous voulez nous parler de la beauté de la Réunion, de la richesse, de la diversité de la Réunion? Là, en ce moment, il y a l'éruption volcanique, là. Depuis 2007, on n'a pas connu vraiment d'éruption, là. Après le Colomiers, tout ça. Le piton de la Fournaise? Du Colomiers, là, oui. Mais là, il est en train de couler, là. Il n'y a pas de forte éruption, mais ça coule un peu quand même, là. Ça réchauffe bien, hein. Ça fait très, très chaud ici, là. Je pense qu'un petit cyclone, ça ferait pas de mal, hein. Enfin, un anticyclone, ça ferait pas de mal. Il faut savoir raison garder, parce qu'un anticyclone, c'est quand même un dramatique événement météorologique. On est à peu près habitués. Il n'y a qu'en 1913, là, je remonte un peu un siècle en arrière, il y avait eu une grosse inondation. L'eau avait monté jusqu'au clocher de l'église. Et tous les appartements étaient inondés, tout ça. Je ne sais pas si un siècle plus tard, on va revoir le même phénomène. Nous, c'est en période du 26 décembre au 9 janvier, là, à peu près 14 jours, là. C'est là vraiment la période cyclonique, c'est son maximum, là. L'année dernière, on a eu Béjiza, là, au 2 janvier jusqu'au 3-4 janvier, comme ça. Puis c'est éteint. Et là, on n'a pas vraiment de grosse influence de cyclonique, là. Il passe plus ou moins très loin. On souhaite que ça passe assez loin de l'île de la Réunion, qui est une île merveilleuse. Je vous remercie, Luciano, je vous avais dit 3 minutes. On y arrive. Mais c'est un très joli coup de projecteur sur l'île de la Réunion, où cause un tout petit peu créole. Je vous embrasse et j'embrasse tous les Réunionnais qui écoutent fidèlement Europe 1. Joyeuse fête à vous. À tous, merci. À tous. Et je vous embrasse tous, d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous demain, 22h30, en direct. Pour le moment, c'est les infos. Il est 1h avec vous, Aude Verruccio.